Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire de notre association Antiquité Territoire des Écarts qui s'intitule Pour une Antiquité Monde. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Malika Bastin-Amou, qui est professeure de grec à l'Université de Grenoble. Mais avant de lui céder la parole, je voudrais dire quelques mots de présentation, en tout cas sur ce nouveau séminaire de cette année. Il y a quelques nouveautés par rapport à l'année dernière, notamment le soutien du Collège international de philosophie, puisque notre séminaire a été inscrit au programme du collège. Et puis aussi donc, par rapport à la thématique de l'an dernier, qui était en tout cas de manière générale de déseuropéaniser l'Antiquité gréco-romaine. Et nous étions pour cela partis d'un double constat. D'abord, il est difficile d'envisager que les Grecs et les Romains soient des Occidentaux ou des Européens avant l'heure, puisque ces mondes anciens incluaient une grande diversité culturelle, que le territoire où étaient parlées ces langues grecques et latines incluait toutes sortes de peuples. Et d'autre part aussi, on était parti de ce constat aussi, et puis surtout nos travaux ont nourri ces questionnements, à savoir la mise en évidence de cet héritage gréco-romain dans d'autres aires culturelles comme le Japon, l'Inde, l'Iran ou l'Algérie. Voilà, à travers cet objectif de déseuropéaniser les Grecs et les Romains, plusieurs concepts théoriques ont émergé pour penser différemment notre rapport à l'Antiquité, comme ceux de transfert culturel, héritage différentiel, middle ground ou encore possession d'une culture. Et pour le séminaire de cette année, nous souhaitons donc poursuivre ce questionnement principal, mais en élargissant notre enquête et en faisant à la fois appel à des spécialistes d'autres antiquités, mais aussi à des spécialistes d'autres périodes. Par exemple, nous recevrons cette année Samra Azarnouch pour la tradition du zoroastrisme, Nicolas Grimal pour les antiquités égyptiennes, Ankadan pour les antiquités scythes, et par exemple aussi Ron Neiweld pour les antiquités bibliques. Et nous avons aussi souhaité interroger la réception de l'Antiquité gréco-romaine à d'autres périodes que la période contemporaine, par exemple avec les interventions à venir d'Aurélien Robert, qui nous parlera de la réception d'Épicure au Moyen-Âge, ou celle de Fabrizio Speziale, qui parlera le mois prochain de la réception de la médecine galénique au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle en Perse et en Inde, ou ce soir avec Malika qui va évoquer le cas des hellénistes et des hellénophones à la Renaissance. Alors, je rappelle que pour vous tenir informés de notre programme, de nos séances, et peut-être aussi les réécouter en ligne, nous disposons d'un site qui s'appelle Antecar, carnet-hypothèse.org. Et aussi nos séances sont annoncées à la fois sur le site de Paris 7, je crois, et sur le site du Collège international de philosophie. Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais puisque vous êtes toutes sur la liste de diffusion de l'Antiquité Territoire des Écarts, donc on ne va pas faire circuler de feuilles. Voilà. Et donc, après ce préambule, il est temps de présenter notre première oratrice de l'année. Malika Bastin-Amou est donc professeure de littérature et de langue grecque à l'Université Grenoble-Alpes. Elle est spécialiste du théâtre grec et de sa réception, et actuellement elle est en délégation au CNRS et elle pilote un projet ANR sur l'invention du théâtre antique au XVIe siècle, qui est à la fois dédié à l'analyse, à la traduction et à l'exploration numérique du corpus des paratextes savants. Et donc elle est spécialiste du théâtre grec et de sa réception depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, elle va évoquer le cas de deux hellénistes de la Renaissance et nous présenter une conférence qui s'intitule donc Hellénophone et helléniste à la Renaissance, le cas des Portus.
À l'issue de ta conférence, je reprendrai brièvement la parole pour faire une petite reprise et lancer la discussion avec la salle. Voilà. Merci. Merci à toi, Antoine, pour cette présentation. Merci à Florence pour l'invitation et puis aux organisateurs et actrices du séminaire de m'avoir invité donc à réfléchir avec vous aujourd'hui donc à la question qui vous occupe cette année. Pour une antiquité monde, la Grèce, Rome et les autres. Alors, je m'excuse d'emblée. Mon titre n'est pas sexy, mais il est précis. Hein. Je ne vais pas parler de la Grèce ni de Rome, ni d'ailleurs de la Grèce et Rome face aux autres, ni au face-à-face entre Grecs et Romains. Pour cela, il faudrait que je définisse ce que sont les Grecs et Romains, et je m'en garderai bien. Plutôt que de m'intéresser donc à ce face-à-face avec les autres, je vais vous parler ici d'individus et de pratiques et de langues, d'individus donc qui se trouvent aux frontières, qui les franchissent, qui en jouent et qui en souffrent aussi parfois. Deuxième trahison, je ne parlerai pas aujourd'hui donc de l'Antiquité, mais d'antiquisants, ou plutôt plus précisément d'hellénistes, les hellénistes de la Renaissance européenne, et plus précisément les hellénistes qui, en cette période d'engouement pour l'Antiquité grecque qu'est la Renaissance, se présentent comme grecs et sont perçus comme tels. Et je prendrai pour ça donc l'exemple des Portus, père et fils, tous deux hellénistes, le premier étant né en Crète et le second en Italie, à Ferrare, et on verra que cette distinction joue un rôle important dans la perception et dans la construction de leur légitimité. Alors, je suis donc effectivement spécialiste du théâtre grec, et même plus précisément, c'est plus restreint d'Aristophane hein, et de sa réception, et c'est en menant donc des travaux sur l'histoire des traductions d'Aristophane que j'ai été amenée à rencontrer les Portus, père et fils. Amélius Portus fait en effet paraître en 1607 la première édition bilingue complète d'Aristophane. Et c'est ce travail qui servira de fil directeur à mon exposé. Donc, cette édition, elle paraît à Genève en 1607. C'est la première édition complète bilingue, latin-grec hein, à l'époque, bien sûr. Et en fait, elle est attribuée à différentes personnes. Tantôt à un certain Édouard Bizet de Charlet, sur lequel on ne sait vraiment pas grand-chose. Tantôt à Franciscus Portus, ou François Porté, comme il se fera appeler par la suite, donc le père. Tantôt, enfin, à Aemilius Portus. C'est une édition déroutante parce qu'elle fait une place très importante aux Grecs. Par rapport aux éditions précédentes, hein, où on avait surtout le souci, dans la Renaissance européenne, hein, de latiniser les textes grecs, et puis par la suite aussi, hein, puisqu'on va revenir après cette édition, en tout cas dans la tradition d'Aristophane, à une présentation latine et à des commentaires latins. Et cette édition-là, elle fait donc une place très importante aux Grecs, qui dominent comme outil d'accès au texte grec. Et elle est très largement diffusée. On en trouve encore de nombreux exemplaires dans les bibliothèques européennes. Il y en a une, par exemple, à l'Université de Grenoble, donc c'est dire, hein, on a peu d'exemplaires anciens, mais on a celui-là. Et c'est l'édition de référence du XVIIe. Et pourtant, quand certains la considèrent comme la meilleure édition du comique, au XVIIe, hein, c'est le cas de Gilles Ménage, d'autres la jugent avec une grande violence, en s'attaquant tout particulièrement à Aemilius Portus, hein, dont la maîtrise du grec est mise en question, tout comme son honnêteté. Et de fait, l'attribution, je vous le disais, est problématique. Quelle est la part du travail effectué par Portus? Que doit-elle à son père, Franciscus Portus? Est-ce qu'il s'est contenté de compiler le travail de son père? Est-ce qu'il l'a remanié? Et puis, quelle est la place du travail d'Édouard Bizet de Charlet, qui est présenté comme essentiel, en tout cas sur la page du titre, hein, puisque c'est son nom qui apparaît en premier, hein, Odoardi Bizeti. Ça ne s'affiche pas à l'écran. Ah pardon, ah oui. Non, excusez-moi, voilà, je savais que c'est là qu'il faut appuyer. Donc ça c'est la page de titre, avec donc, le haut en grec, et puis ensuite comme d'habitude, hein, la traduction latine, mais bon, plus développée. Et vous voyez, hein, que donc, voilà, le nom qui apparaît en gros et en premier, c'est Odoardi Bizeti. Et puis ensuite seulement, on va voir venir Aemilius Franciscus, Porti Cretensis Filii, mais bon, en minuscule, et Bizeti qui revient hein, en majuscule. Donc, bon, clairement, c'est lui la star de cette édition. Et qui ont fait l'auteur des scolies et des corrections contenues dans le volume. Alors,
quel est le rôle finalement des Portus et ensuite de chacun des Portus dans cette édition. Franciscus Portus a longtemps été négligé par la recherche, jusqu'à ce que récemment une thèse lui soit consacrée, en tout cas à ses commentaires à l'œuvre d'Eschyle, par Paolo Tafonati. C'est une figure importante de l'hellénisme, mais toujours considéré comme grec et travaillant comme un byzantin, c'est-à-dire finalement important pour son enseignement, son travail de copiste, mais c'est ça qu'on va mettre en avant en premier, plus que son travail finalement de traducteur ou de commentateur. On se souvient aussi que c'est quelqu'un qui a pris des positions qui vont poser un certain nombre de problèmes en matière de religion, puisqu'il s'était donc relié aux idées de Calvin, des calvinistes. Personne, en revanche, ne s'est intéressé à son fils Aemilius. Le seul travail qui lui soit consacré, il date de 1854. C'est un opuscule d'une 50aine de pages qui retrace la vie de l'helléniste, une Vita Aemilii Porti, dû à un certain Weber, professeur de philologie et d'éloquence, à Marbourg, dans la Hesse, où Portus a passé un certain temps. Et c'est pas la bonne image. Dans lequel, donc dans cet opuscule, Weber tresse des louanges à Aemilius Portus, mais bon, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent quand on s'intéresse au personnage. Pour le reste, donc, ce qu'on a, ce sont des témoignages de ses contemporains qui parlent essentiellement donc, de son père, et puis de ses successeurs, et ce sont des témoignages qui ne sont pas toujours élogieux, loin s'en faut. On trouve notamment des remarques sur ses origines, réelles ou supposées orientales. En tant que fils d'un helléniste venu de Crète et reconnu, Aemilius porte un double héritage, celui de son père, qui se présente systématiquement comme crétois, mais aussi celui de son éducation. Né en Italie, à Ferrare, il y a été éduqué avant d'exercer son métier donc en Italie, en Suisse et en Allemagne. Mais il est considéré comme grec, et d'ailleurs il revendique volontiers cette grécité, ce qui en fait d'ailleurs une figure intéressante et pierre de touche de ce que c'est d'être, et d'être considéré comme un helléniste grec au XVIe siècle. Alors, comment se positionne-t-il face à cet héritage? Quel regard portent sur lui ses contemporains? Qu'attend-on de lui? Que lui reproche-t-on? Et qu'est-ce que cet héritage implique en matière de pratique de la philologie? Donc l'objectif ici, c'est d'interroger à partir de l'analyse du personnage, de l'œuvre de Portus, de sa réception et plus particulièrement de sa traduction des psaumes en grec et de son édition d'Aristophane, ce que c'est d'être ou de prétendre être grec dans l'Europe du XVIe siècle quand on est helléniste, entre recherche de légitimité, figure de l'étranger et de revenir donc sur les accusations dont Portus a été l'objet. Donc mon hypothèse, c'est que la violence qui s'exprime à l'égard de Portus peut être expliquée par une forme de défiance à l'égard d'un helléniste qui se revendique grec, qui considère que les commentaires grecs sont plus importants que les commentaires latins pour comprendre les textes grecs, mais aussi par un tournant dans les pratiques de publication à la fin du XVIe. Et donc j'espère mieux contribuer ici à une meilleure compréhension de l'équilibre entre latin et grec dans les éditions des textes grecs en Europe, et du statut complexe des érudits grecs travaillant dans un contexte latin. Alors, je prenne le réflexe, tournez là. On va aborder le personnage et toutes ces questions-là par le biais du nom, qui me semble une entrée intéressante pour ce cas-là. Comment Portus se nomme-t-il et comment les autres l'appellent-ils? Il se nomme toujours, ou presque, là ça change à la fin de sa vie, mais en tout cas jusqu'à la mort de son père et même au-delà, comme fils de Franciscus Portus, Cretensis, rappelant toujours que son père donc est un crétois. Lui, en revanche, né en 50 à Ferrare, où son père enseigne alors le grec à l'Académie des Philareti. En 59, donc, Portus, père, quitte Ferrare, parce que la personne qu'il protégeait quitte aussi Ferrare et que ça devient compliqué vu ses opinions religieuses d'y rester, et il se rend à l'Académie de Genève où il devient professeur de grec. Son fils, Aemilius, a alors 10 ans, et son père lui enseigne plusieurs langues, le grec ancien, le latin, l'italien et le français. Oui, toutes ces langues, mais il ne lui enseigne pas le grec contemporain. Aemilius ne parle pas le grec de l'époque, parle pas non plus la langue qui était parlée donc en Crète à l'époque, c'est-à-dire un mélange du dialecte vénitien et du crétois, enfin du grec, dont Portus est originaire. Alors on ignore quelle langue il parlait à la maison, il se peut que ce soit l'italien, puisque la mère d'Aemilius était italienne,
Mais dans une lettre à Crucius, Martin Crucius, qui s'est intéressé aux Grecs sous la domination turque, et avec qui il a entretenu donc une longue correspondance, eh bien, il explique, alors que Crucius lui demandait des explications sur le terme de grec contemporain, il dit, mais non, je ne parle pas le grec contemporain. Et voilà, il raconte à cette occasion le rapport qu'il entretient complexe avec la Grèce, mais aussi avec l'Italie, et finalement avec toutes ces langues qui sont sa culture, et c'est d'ailleurs un passage assez compliqué, qu'on verra peut-être tout à l'heure si on a le temps, sur son rapport et sur ses origines fantasmées. Quant à son père, eh bien, il est né, oui, en Crète, à Candie, c'est-à-dire l'actuel Héraclion. Il quitte tôt sa patrie pour aller suivre donc des cours de Kaliargis, des cours de grec, et puis ensuite il va en Italie, et tout ça circule de manière tout à fait fluide. Il va étudier à Padoue, ensuite au Collège des Grecs de Venise, où il est ensuite nommé professeur. Et donc après, il arrive à l'Académie des Philareti, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on le voit, les frontières entre la Grèce et l'Italie, mais plus encore entre la Crète et Venise, sont poreuses, sont floues, tout ça est un monde commun. Et pour cause, la Crète est alors, et depuis plusieurs siècles, sous domination vénitienne. Alors je vous envoie ici à l'ouvrage qui vient de sortir de Joël Dallaire, qui s'appelle Venise en Crète, Civitas Venetiarum apud Levantem. Et voilà, je cite quelques passages, résume la situation. Donc pendant près de 5 siècles, par les contacts entre une Venise brillante à son apogée et cette province byzantine descendante d'une des plus anciennes civilisations de la Méditerranée, s'est formée une culture particulière et exemplaire au carrefour des mondes latins, orthodoxes et musulmans. Donc, finalement, il n'y a même pas l'idée qu'il y aurait une frontière. Et ce sont quand même, ces 5 siècles, une expérience donc de colonisation, la première, dit Dallaire, expérience de colonisation occidentale, l'une des plus longues aussi, avec un État lointain, qui, après une victoire militaire, donc, établit sa domination, et une domination moderne, en termes de colonialisme, sur ses fonctionnaires, le système de gouvernement, la religion, la langue, l'urbanisme. Ce qui fait qu'il n'y a pas non plus, ça n'est pas non plus tout rose, mais il y a une forme d'acculturation qui se fait de part et d'autre. Venise s'adresse donc à une population qui appartient à l'Empire romain d'Orient, au monde, à la langue, à la religion de Byzance, c'est-à-dire la plus grande puissance européenne depuis la chute de Rome. Venise a baigné dans ce monde, s'est nourrie dès ses débuts de cette culture, dont elle accueille et promet les lettrés et les artistes. Les Crétois, inversement, apprennent, partagent la culture vénitienne, y contribuent. Et la Crète vit donc à la fois la culture de la dernière puissance issue de l'Empire romain et celle d'un grand centre de la Renaissance triomphante. Donc la Venise du Levant a, au cours de ces siècles, vu ses populations se mélanger et les Vénitiens de Crète s'acculturer, de même que les Crétois, en tout cas les classes sociales les plus favorisées, s'approprier la culture vénitienne et multiplier les contacts avec métropole, même si Venise reste perçue comme une puissance colonisatrice et qu'elle-même continue de se méfier des habitants de Crète, auxquels elle refusera toujours des armes, y compris quand elle est menacée et qui pourrait contribuer à la défendre. C'est donc dans ce milieu vénéto-crétois de ce que naît Franciscus Portus, et dont est issu Aemilius Portus, qui se considère donc comme citoyen févrard, tout en mettant en avant sa maîtrise du grec et ses origines. Et fort de l'enseignement de son père, il va devenir à son tour professeur de grec. En 1569, tout jeune, il est recruté par le Gymnasium de Genève comme praeceptor, et il y reste 12 ans, au cours desquels il correspond en grec ancien donc avec Crucius, il corrige des textes grecs, il les traduit en latin, mais il ne publie pas son travail. Alors, est-ce que c'est dû à l'ombre écrasante de son brillant père, qui le retiendrait? Et en fait, ce dernier non plus n'a pas beaucoup publié de son vivant, je vous le disais tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est dû à une tradition byzantine de rapport au texte, qui consisterait donc à les annoter de manière manuscrite et à considérer finalement les manuscrits plus nobles que l'imprimé, ce qui a été assez généralisé pendant un certain temps? En 1581, Aemilius saute le pas. Il va en fait publier une traduction. Il est malade, ça dure longtemps, et pendant cette maladie, il traduit les psaumes en grec, en hexamètre grec, et une fois remis, donc il va publier cette traduction. Et la réception de cette traduction est très violente en fait. Alors le volume n'a pas de préface, il s'ouvre sur une adresse au lecteur qui est rédigée en grec,
et qui est suivi. Donc voilà, ça c'est le nom qu'on va lui donner, avec cette traduction, après le nom qu'il se donne. Donc cette traduction, rédigée en grec, en hexamètre grec, eh bien, elle est commentée ainsi par un professeur de Cambridge, qui s'appelle James Duport, Jacobus Duportus Cantabriensis. Et ce James Duport, il fait à son tour une traduction des psaumes, en grec lui aussi, et donc il est particulièrement cruel avec la traduction de Portus. Alors vous savez, c'est un lieu commun des préfaces de traduction de dire que les précédentes sont nulles, parce que sinon ça servira à rien de retraduire, mais ici, donc, c'est quand même particulièrement violent. Donc, allez tout de suite à la traduction que je vous propose. Pour être honnête, ce trésor, comme on dit, c'est du charbon, donc ça c'est un proverbe latin, j'ai fait. Et cela n'a rien d'étonnant, puisque dans l'épître qui précède ça, donc métaphrasis, traduction, métaphrase, paraphrase, ce grand savant explique qu'il a composé cette œuvre alors qu'il était malade, ou qu'il se remettait à peine de sa maladie. Et ça, en vérité, on le devinerait facilement, même s'il n'en disait rien lui-même, tant son style est faible, sans talent, sans vigueur, alors que la poésie, surtout sacrée, exige un esprit vivant et vigoureux, une âme saine et alerte. Mais quelle qu'en soit la raison, Aemilius se comporte dans cet écrit de telle manière que si le titre du livre n'annonçait pas le nom avec un M, de l'auteur, on ne penserait pas qu'il est le fait d'un professeur grec, et encore moins d'un si grand connaisseur d'Homère, mais d'un quelconque autre grécaillon, Graeculus, du dernier rang, et on l'enverrait gémir au milieu des fauteuils d'écoliers. Alors c'est une citation d'Horace, des satires, la 10e satire d'Horace, légèrement modifiée, puisque c'était Discipu Larum qu'on avait chez Horace, et donc voilà, c'est faux dans votre exemplier, mais vous pouvez corriger. Lui donc écrit Discipu Lorum, et donc s'inscrit évidemment en reprenant Horace dans une tradition satirique. N'empêche que voilà, Portus en prend ici pour son grade. Alors, il ne s'agit pas de juger ici la qualité de la traduction de Portus. En fait, il fait une ad verbum et une ad metrum. Enfin, voilà, il s'agit de faire correspondre les mots aux mots et les vers aux vers. C'est un exercice auquel il s'adonne là. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce portrait donc, nous apprend de la manière dont les érudits grecs pouvaient être considérés en Europe occidentale et ici à Cambridge. Et ça a son importance parce qu'en Italie, c'est pas du tout les mêmes choses. En revanche, en France, en Angleterre, en pays germaniques, c'est voilà, une perception des Grecs qui peut être assez violente et qui se teinte qui mélange la vision qu'on a de l'oriental avec la fascination qu'on a pour l'helléniste, et ça donne de drôles de mélanges. Duportus donc voit en Portus un Graeculus assis au dernier rang qui pleurniche en écho donc à la faiblesse du style de l'helléniste, languidus, inertus, flacidus et lungus. Cliché donc de l'oriental amoli et efféminé. Duportus donc emploie donc ici ce terme Graeculus de manière péjorative, c'est sûr, mais ça n'est pas une invention de Duport. Le terme est attesté, donc, les hellénistes le savent ici, de Dévaron. On trouve une cinquantaine d'occurrences dans la littérature latine, et en particulier chez Cicéron. La moitié des occurrences se trouvent chez notre ami Cicéron. Alors ce qui est assez étonnant, petite parenthèse, c'est que je trouve que j'ai une collègue, Sophie Aubert-Baillot, qui soutient son HDR actuellement sur le grec chez Cicéron, et je disais quand même quel raciste Cicéron, et elle me disait mais pas du tout, il adore le grec, sa correspondance est truffée de grec. Bon, sa correspondance est truffée de grec, et en fait les occurrences de Graeculus, on ne les trouve pas dans la correspondance, on les trouve dans ses écrits, dans ses autres écrits. En fait. Donc il y a voilà, cette double face de Cicéron, ça pourrait vous intéresser. Mais ce que je vous ai mis ici comme citation, c'est la citation sans doute la plus connue, c'est celle de Juvénal, à nouveau une satire, donc sur le Graeculus Essuriens, avec la traduction que je reprends ici en le modifiant un petit peu, à Olivier Serre, demande aux Grecs d'être ce que tu veux qu'ils soient, car ce sont des compétences d'homme à tout faire qu'il met à notre service, grammairien, rhéteur, géomètre, peintre, masseur, voyant, équilibriste, médecin, magicien, il sait tout faire, le grécaillon ou grécoulos, comme dit Olivier Serre, quand il est affamé, et vous rajoutez le dernier vers que je n'avais pas mis dans l'exemplier, Graeculus Essuriens, in caelum iuseris ibit, il montera au ciel si tu le lui demandes.
Donc ces attaques sont à replacer dans le contexte très particulier du rapport qu'entretiennent les Romains avec la Grèce, vous connaissez tout ça, et je vous renvoie en l'occurrence à Michel Dubuisson, qui écrit donc les Romains, tout en reconnaissant la supériorité de la culture grecque, en conçoivent une certaine rancœur qui les amène à nourrir un complexe d'infériorité, ce ne sont pas mes mots, à l'égard de la Grèce et des Grecs, et porte alors la question sur le terrain de la moralité. Et il montre que tout cela est érigé en système face aux valeurs romaines traditionnelles, mais ce sont les Grecs qui occuperaient donc ici la part la plus importante de ce système. Ce sont les plus souvent cités et ce sont ceux qui font face au plus de stéréotypes. Alors qu'est-ce qu'il en est 15 siècles plus tard? Mais vous reviendrez là-dessus, moi je n'ai pas d'opinion sur la question. Moi ce qui m'intéresse c'est donc qu'est-ce qui se passe 15 siècles plus tard. Le terme graeculus, dont Dubuisson montre, mais là Sophie Aubert n'est pas d'accord et je vous laisserai avoir un débat sur la question, Dubuisson prétend que c'est un terme qui est employé qui n'est pas employé de manière ethnique, c'est-à-dire que ce n'est pas pour parler des Grecs, c'est pour parler des Romains qui se comportent conformément aux stéréotypes du grec, de gréciser. Voilà. Mais encore une fois, Sophie Aubert me disait que ce n'était pas vrai, donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la Renaissance, ce sont bien les Grecs qui se font traiter de graeculus. Voilà, et que c'est systématiquement péjoratif, en tout cas dans les textes où je l'ai rencontré, mais on n'a pas de thésaurus linguae et latinae, de TLL ou de phi pour le néo-latin, donc je ne peux vous parler que des textes que j'ai lus. Ainsi, les premiers humanistes, et notamment hors d'Italie, qui se piquent d'apprendre le grec, vont s'adresser d'abord à des émigrés grecs, et ils vont en dresser très souvent un portrait qui est peu flatteur. Ça, c'était Juvénal. Et voici ce que dit Budet sur Georges Hermonime de Sparte. Il écrit « Il y a 26 ans, j'ai rencontré un certain grec, déjà vieux, ou plutôt c'est lui qui m'a découvert, et j'ai été rançonné par lui sans merci. Je ne saurais dire tout ce qu'il me fit souffrir en m'enseignant chaque jour le contraire de ce qu'il m'avait appris la veille. Cependant, je dois convenir qu'il m'enseigna à bien lire le grec et à le bien prononcer, ce qui est quand même la moindre des choses, mais bon, ça se fait normalement en 2 heures de cours. Au commencement, je l'avais pris pour un très savant homme et lui entretenais mon erreur et savais m'éblouir en feuilletant son Homère sous mes yeux et en me citant les auteurs les plus célèbres. Je le laissais faire, persuadé qu'il ne m'enseignait si peu de choses à la fois qu'afin de faire durer ses leçons plus longtemps. N'ayant plus de leçons à me donner, il me poursuivait pour me faire acheter des livres ou me vendre ses copies que je ne savais pas marchander. » Donc Georges Hermonime de Sparte, c'est donc un copiste, un traducteur, et donc il aurait été un professeur incompétent, pourquoi pas, ça arrive, mais surtout mu par l'appât du gain, et là moi je trouve que ça fait quand même écho au Graeculus et Suriens de Juvénal. Erasme aussi est critique avec pauvre Georges Hermonime de Sparte, il écrit, lui, « Je m'étais essayé comme enfant aux lettres grecques, j'y revins plus âgé, vers la trentaine, mais il n'y avait pas chez nous, à cette époque, abondance de manuscrits grecs, et l'agent instruit était tout aussi rare. Georges Hermonime était le seul à Paris à balbutier le grec. Mais l'homme était tel qu'il n'aurait pas pu l'enseigner s'il l'avait voulu, et qu'il n'aurait pas voulu s'il l'avait voulu. » Et de fait, l'enseignement du grec ancien à destination des non-hellénophones en est alors assez balbutiement en Europe, parce que évidemment, on l'enseignait aux hellénophones, à Byzance et en Crète également. Donc, balbutiement en Europe, en dehors de l'Italie, bien entendu, qui est un cas à part. Non seulement il n'y a pas de professeurs, mais les méthodes d'enseignement pratiquées à Byzance déroutent en fait les hommes de culture latine, parce que les grammaires ne correspondent pas. Alors, à leur décharge, quand même, les humanistes français seront plus tendres avec quelqu'un comme Jean Lascaris, qui viendra plus tard enseigner le grec en France, avant que n'émergent véritablement des hellénistes français. Toute cette génération qui va notamment émerger à la faveur de la création des lecteurs royaux, le futur Collège de France, donc avec des gens comme Jacques Toussaint ou Pierre Danès. Mais donc les stéréotypes concernant les hellénistes grecs persistent et on a tôt fait de les assigner à leurs origines. Encore un exemple, celui de Scaligère, qui est réputé pour avoir la langue particulièrement acérée, et lui s'en prend violemment à l'érudit grec et poète néo-latin Maroulous. Maroulous, donc d'origine grecque, est arrivé à 2 ans à Raguse, quand même de culture italienne, avec ses parents qui fuyaient les Turcs. Il a été éduqué en Italie, a composé de nombreux poèmes en latin, et il a proposé plusieurs émendations à l'œuvre de Lucrèce. Et Scaligère lui reproche d'avoir critiqué le travail philologique de Policien.
donne ma traduction, mais sentez-vous libre d'en faire ce que vous voulez, parce que je ne suis pas latiniste, donc je fais ce que je peux avec le latin. Mais le plus ridicule de tous, c'est Maroulousse, alors qu'il ne comprend rien ou presque à cette littérature, et je propose donc ici de traduire Arum Literarum, vous avez le latin dans l'exemplier, par qui est la nôtre. Il se moque de Policien, un homme non seulement plus fort que lui, mais auquel personne aujourd'hui n'est comparable. Il n'est pas l'auteur de ce commentaire, mais il s'est efforcé de défendre une leçon ancienne qu'il voyait corrompue par de petits maîtres par audace. Mais ce Grécaillon, revoici Grécoulus, a pensé qu'il lui était permis d'écrire chez les bons auteurs ce que lui-même a voulu se permettre dans ses vers. Ceux qui ont tant d'admiration pour cet homme, qui en font si grand cas, douteraient de sa pertinence si ils examinaient soigneusement son édition de Lucrèce. Alors visiblement là, il s'attaque en fait à Muret à travers Maroulousse, mais bon, c'est quand même Maroulousse qui prend au passage, Maroulousse donc qui, comme Georges Hermonyme de Spa, comme Aemilius Portus, est ramené à ses origines, même si on a vu que pour Portus les choses étaient plus compliquées, né d'un couple mixte, et puis avec une famille qui, quoique installée en Crète de longue date, est originaire d'Italie. Mais peu importe, ce qu'on suppose des origines de ces hommes entraîne une série de stéréotypes, et si leurs compétences en grec sont parfois reconnues, elles ne sauraient excéder le domaine de l'hellénisme. Ainsi, Scaliger donc écrit à propos de Maroulousse qu'il ne faut pas, si j'ai bien compris, le Arum Literarum, qu'il s'occupe de littérature latine. Les Grecs sont compétents pour le grec, mais il ne faut pas que ça aille plus loin. En revanche, lui, Scaliger, il est compétent pour tout. Voilà. Dernier exemple, pour le plaisir, c'est l'exemple de ce mépris pour les Grecs dont pouvaient être victimes les hellénistes. C'est celui de Jean Kéradame, qui est en fait un Normand, qui a travaillé comme éditeur de textes grecs chez Gilles de Gourmont, premier éditeur imprimeur français donc à imprimer du grec, et qui est devenu par la suite lecteur royal, au Collège des lecteurs royaux. Et en fait, il avait adopté un nom grec, comme ça se faisait à l'époque, quand on était philhellène, comme Mélancton, voilà. Et en fait, il y a un bibliographe, indélicat, qui n'a pas vu derrière son nom grec qu'en fait, il avait affaire à un Normand, et donc il le grec traite à nouveau de Grécaillon, à cause de ce pseudonyme qui s'est donné. Cela dit, ça correspond peut-être à quelque chose, puisque Kéradame savait parfaitement le grec, et qu'en cela, il était peut-être un peu grec. Bon, ça renvoie à comment on définit ce que l'on est. La langue, c'est quand même quelque chose d'important. Alors Portus, lui, il n'avait pas un nom grec, il ne s'était pas forgé un pseudonyme grec, et même si plusieurs imprimeurs se sont octroyé le droit d'orthographier son prénom avec un Y, mais s'autorisant du grec Emilios, ça faisait plus grec, lui-même écrivait son nom avec un I, pas grec. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il reniait sa culture grecque, mais il la vivait comme un héritage culturel et un héritage paternel. Et ainsi, donc, beaucoup de ses publications portent le nom de son père, mentionnent l'origine de ce dernier. On l'a eu. Portus se fait appeler Porté à partir du moment où il arrive à Genève, mais il continue à mentionner ses origines crétoises, Ocrès Cretensis. Ça ne doit pas être perçu comme une revendication identitaire pour autant. C'est ainsi qu'on se nommait en Crète. On donnait son nom et puis on disait qu'on était de Crète, Ocrès. Ce qui est plus singulier, c'est qu'Aemilius revendique toute sa vie cette filiation. Alors, sur ces histoires-là, je vous renvoie à un travail que j'ai fait sur une autre fille d'eux, qui est Anne Lefebvre. Anne Dacier, la fille de Tanguy Lefebvre. Et j'ai montré comment elle s'était petit à petit émancipée du nom de son père. Au début, elle signe son travail d'helléniste, et de latiniste aussi, mais surtout d'helléniste, Anna Tanaquili Fabri Filia. Anne, fille de Tanguy Lefebvre. Ensuite, c'est marrant parce qu'elle s'émancipe en même temps du latin et de son père, elle va signer Anne Lefebvre. Et puis ensuite, ça va devenir Anne Dacier, et par exemple, dans cette traduction de Anacréon, non seulement elle s'émancipe de son père, mais elle critique complètement ses conjectures, et elle dit, bon, j'aime beaucoup mon père, mais alors là, franchement, il n'a rien compris à ce passage, et voilà. Et elle devient ainsi pleinement la meilleure helléniste de son temps, comme lui l'a été à l'époque. De la même manière qu'Anne Dacier se sert donc du nom de son père comme d'un bouclier pour faire ses premiers pas dans le monde savant, Aemilius Portus met en avant celui de son père, qui a pour autre avantage de laisser entendre ses compétences en grec, Ocrès Cretensis. Alors on peut aussi y voir une forme d'hommage, c'est de reconnaître l'excellence de son père, mais Anne Dacier s'émancipe assez rapidement, alors que Portus, lui, traîne en fait toute sa vie le nom du père. Mieux ou pire, je ne sais pas, il présente ses
travaux, et les travaux qu'il édite, comme ceux de son père, dont il ne serait que le compilateur, hein, que ce soit donc agi de piété filiale, ou de se protéger, ou profiter de la renommée de son père. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même très difficile de faire la part de ce qui est l'œuvre de Portus fils et l'œuvre de Portus père, et ça se complique donc quand les travaux d'autres individus sont mêlés à cela, car plane alors le soupçon d'appropriation des travaux d'autrui. Et c'est ce qui se passe donc avec l'édition d'Aristophane de 1607. Donc c'est celle que je vous ai montrée au tout début. Je vais revenir. Voilà, cette édition. En 81, Portus père meurt et Emilius devient professeur de grec à Lausanne. Et il publie alors plusieurs ouvrages qu'il attribue à son père. Ses commentaires à Pindare, ses commentaires à Xénophon, des différents travaux sur les tragiques grecs, Échille, Sophocle, et en 1607, donc, il fait paraître cette édition d'Aristophane. Alors, petite parenthèse, Aristophane a alors fait l'objet de plusieurs éditions, depuis la Princeps, donc imprimée à Venise en 1498. Il a été traduit, surtout en latin. Il a été commenté. Il y a évidemment les scolies anciennes et les scolies récentes, mais il y a aussi depuis eu des commentaires en latin de Charles Girard, de Florent Chrétien, et aussi des commentaires en grec. Hein. Il y a un certain Bourdin qui s'est amusé à commenter en grec les Thesmophories, c'est un Français, hein, Gilles Bourdin, et voilà, c'est une chose assez étrange. Alors, ce qui est nouveau dans l'édition de 1607, c'est qu'elle réunit en un seul volume non seulement les 11 comédies et leurs traductions en latin, mais aussi les scolies anciennes, récentes, et les commentaires plus récents, dont certains donc, sont alors imprimés pour la première fois. Un index qui clôt le volume, et des prolégoménats très complets qui l'ouvrent, donc les prolégoménats qu'on avait dans les manuscrits, c'est-à-dire des vies d'Aristophane, des traités théoriques sur la comédie, mais aussi des textes liminaires qui avaient été composés depuis, notamment par l'érudit allemand Friesklin, hein, qui avait publié une édition d'Aristophane en 1586, qui avait intégré la comparaison d'Aristophane et Ménandre, qui avait écrit une défense d'Aristophane, bref, tout ça est rassemblé dans l'édition de Portus. Édition qui vise donc à fournir l'exhaustivité des travaux menés sur le poète comique, et qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une simple compilation donc, de travaux antérieurs. Ce qui est d'ailleurs la manière dont on considère volontiers les travaux des Byzantins. Or, c'est loin d'être le cas. D'abord, l'édition fournit un texte nouveau, attribué par Emilius à son père, là où, à l'époque, on se préoccupait plutôt de traduire le texte en latin. En revanche, on n'a pas de nouvelles traductions latines, et les traductions latines qui sont présentées ne sont pas du tout mises en valeur. Où sont mes traductions? Il est plus... Latéral, ouais. Oui. On ne peut pas lire, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse ici, c'est la disposition. Vous avez donc, le grec à gauche, c'est le Poutos, hein, donc la pièce la mieux transmise et donc qui ouvre les manuscrits, même si c'est la plus ancienne. Ici, le texte s'arrête ici, après c'est des scolies. Et puis, une traduction latine à côté. Vous voyez qu'on n'a pas le nom du traducteur, hein, elle n'est pas du tout attribuée. Et puis la traduction latine, du coup, elle est en colonne, côté du grec, alors que dans les éditions précédentes, eh bien, on avait soit que du latin, donc on pouvait lire le texte en latin en continu sans s'embêter avec le grec, soit le latin et grec sur des pages opposées, ce qui permet voilà, de se reporter au grec, d'apprendre le grec peut-être, mais qui permettait aussi de lire le latin en continu. Là, pas question de lire le latin en continu, hein, ce qui est important c'est le grec, et ce qui est important, eh bien, ce sont les commentaires, qui sont donc en dessous. Et cette présentation des traductions latines, hein, dont étaient très fiers les traducteurs, je pense notamment à Florent Chrétien, hein, qui était aussi poète, et qui, alors cette traduction d'Aristophane, c'est pas du latin facile, hein, ça se veut poétique, et on a bien besoin de ces commentaires pour y comprendre quelque chose. Et après sa mort, Florent Chrétien, lui aussi, il avait un fils très pieux, hein, et très grande piété filiale, Claude Chrétien, eh bien, s'occupe de faire publier le travail de son père, et voilà ce qu'il dit du travail d'édition de Portus dans une lettre qu'il écrit à Scaliger. Nous retrouvons donc ici
Je n'ose vous parler de l'Aristophane. Vous avez vu, je m'assure, premier que nous, car l'ouvrage en est si laid que je ne puis l'avouer pour parent. Le mal est arrivé de l'avoir envoyé hors d'ici et en ville où ils ne croient aujourd'hui que leur tête. On méprisait l'ordre que je leur avais envoyé, on retranchait plusieurs choses de mon père, l'épître même à Monsieur de Tout sur l'Irène, c'est la paix, et ils en ont mis de gens qui n'ont du tout rien contribué à l'œuvre. Tous ces scoliastes qui sont intercalés au milieu des commentaires de son père. Puis ont tellement mêlé ce que je leur avais baillé qu'il semble que leur dessein ait été plutôt de l'étouffer que de lui faire voir le jour. Cela me fait résoudre à ne laisser plus rien aller hors de cette ville, si je ne suis bien assuré de consigner en main qui en ait du soin. Donc, grosse déception du fils, qui pensait que son père serait la star de l'édition. Elle n'est même pas mentionnée ni sur la page de titre, ni, vous avez vu, au début des traductions. Enfin, le couteau, c'est pas la traduction de Chrétien, mais voilà, c'est pareil pour les traductions de Chrétien. Le volume, donc, ne met pas en valeur les traductions. Les scolies, certes, sont importantes, mais elles sont noyées au milieu d'autres scolies. Voilà, tout cela n'est pas fait pour être lu en continu. Et en fait, c'est un tournant important, parce que jusqu'alors, les traductions donc, étaient publiées soit seules, soit avec le grec, mais elles étaient surtout souvent très éloignées de l'original. Notamment, on adoptait les codes de la comédie romaine pour traduire Aristophane, ce qui n'a pas forcément de soi, donc c'est une grande transformation. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, choque beaucoup l'helléniste qu'est Portus. Donc il innove, et par la suite on ne verra en fait presque plus d'éditions présentant le texte grec seul, sans traduction, et inversement les traductions latines ne seront plus publiées seules. Donc en ce sens, il est un précurseur. Alors peut-être qu'on peut voir là aussi une demande de l'imprimeur, parce qu'on savait qu'un texte grec sans traduction aurait du mal à trouver son public, il faut vendre derrière, mais elles auraient pu être mises en valeur, malgré tout. Et je crois qu'il faut voir là l'intérêt que porte Portus, non pas aux traductions latines, qui menaçaient régulièrement de remplacer le texte grec, et partant l'apprentissage du grec. En effet, des voix s'élèvent à l'époque pour dire que finalement, une fois qu'on a tout traduit, c'est pas la peine d'apprendre le grec, puisque tout est traduit, on va lire le grec en latin. Et pour Portus, au contraire, la traduction, comme les scolies, et comme tous les outils qu'il va mettre à disposition des lecteurs, eh bien, ils servent à avoir accès au grec. Il a traduit par exemple la Souda en latin, et il a aussi édité des dictionnaires. Alors, si les traductions latines ne sont pas mises en valeur, ce qui est présenté comme une innovation, ce sont donc les commentaires, qui n'étaient pas d'un accès facile au début du XVIIe siècle. Les scolies avaient été imprimés dans la Princeps, 1498, dans la Gentine de 1525, dans l'édition de Bâle de 1532, mais sinon c'était difficile d'accès. Et ce qu'on avait, c'était en revanche des commentaires latins de Girard, de Bourdin et de Chrétien, dont j'ai déjà parlé. Et donc l'édition réunit ces commentaires, publiés souvent de manière confidentielle, et elle leur ajoute donc ces fameuses scolies inédites, attribuées donc par la page de titre à Édouard Bizet de Charlet. Alors, d'après le biographe de Portus, le Weber dont je vous parlais tout à l'heure, il se serait rencontré à Lausanne, tandis que Bizet traversait la Suisse. Et Bizet aurait été tellement impressionné par la maîtrise du grec de Portus qu'il lui aurait confié son édition d'Aristophane, le site Quasi donum mutuo reditum. Voilà. Par la suite, il publia l'Aristophane d'Édouard Bizet, dont j'ai parlé plus haut. Donc c'est en latin, c'est une traduction. Il avait en effet reçu de Bizet quelques années avant 1589 un exemplaire d'Aristophane avec les scolies grecques que Bizet avait collectés chez les auteurs, les lexicographes, les commentaires et les scoliastes grecs à toutes les comédies d'Aristophane, sauf les Thesmophories et les Lysistrata, et des corrections très savantes et des remarques du même Bizet, afin qu'à partir de ce matériau, il préparât une édition à son idée. Donc, selon Weber, il lui a donné son travail. Puis il examina soigneusement chaque élément qui lui avait été donné. Le texte, bien qu'il ait été soigneusement établi par Bizet et rendu à sa splendeur ancienne, il le corrigea lui-même. Il corrigea avec une certaine audace les scolies grecques anciennes aux 9 comédies de l'édition orale. Il transcrivit les nouvelles scolies à ces mêmes 9 comédies depuis le manuscrit de Bizet et les ordonna correctement. Il ajouta de nouvelles scolies aux Thesmophories et à Lysistrata, et restitua les marques de ponctuation, supprima les fautes d'orthographe, il ajouta le nom des personnages au moment où ils apparaissent, divisa les comédies en actes et scènes, et examina soigneusement les vers sous l'angle des lois de la métrique et les types de dialectes, qui représente quand même un énorme travail, sans doute un peu fastidieux, mais voilà. C'est ce que faisait Portus.
Il faut se méfier de ce que disent les biographes, parce qu'il en dit peut-être un petit peu trop ici, Portius, du travail de Bizet. Hein. En fait, et remarquez au passage qu'il ne parle pas du travail du père de Bizet, Franciscus Portius, hein, sur les corrections apportées au texte. Alors, on ne dispose pas de l'exemplaire d'Aristophane ayant appartenu à Bizet, qui aurait appartenu à Bizet, et dont nous parle ici Weber, mais on a le manuscrit de ses scolies. Il est à la BNF, hein, c'est la cote manuscrit grec 2719. Il a été récemment décrit donc, par Morgan Cariou, qui dit qu'il y a une écriture donc, du XVIe qu'il attribue à Bizet. Hein, Bizeti sunt aec scolia. Mais elle identifie demain, je cite, hein, pour compléter le travail du copiste principal, un second copiste ajoute ponctuellement des scolies. Cette seconde main pourrait fort bien être celle de Portius, pas vraiment qui d'autre. Hein. Et si on regarde ce manuscrit de plus près, ça va être que c'est en fait un énorme brouillon. Il est très difficile de s'y repérer, je ne sais pas comment Portius a fait. Il y a plusieurs feuilles volantes qui ont été ajoutées, et il semble que Portius en fait, soit parti d'un travail qui était loin d'être achevé, et qu'il se soit donc lui-même attelé à cette tâche. Et pourtant, donc, je vous le disais, l'édition est presque toujours attribuée à Bizet. Ce qui est d'autant plus étonnant que Bizet a uniquement travaillé sur les scolies, et en l'occurrence sur les scolies de 8 comédies, non pas 9, comme dit son biographe. Le manuscrit comporte 216 pages, l'édition en comporte 1000, et il semble que donc, Portius ait non seulement mis de l'ordre dans le travail, mais complété de manière donc, tout à fait innovante les commentaires, après donc les avoir compilés. Mieux, il semble qu'il ait donc lui-même composé des scolies. En fait, dans le manuscrit de Bizet, on lit les scolies à 8 comédies, mais les pièces dites féminines hein, n'en comportent pas. Or, dans l'édition de 1607, eh bien, on a des scolies attribuées à Bizet pour les 3 pièces féminines. Alors, pourquoi est-ce que cette édition est systématiquement attribuée à Bizet? On ne prête qu'aux riches. Peut-être pas, peut-être que Portius y est un petit peu pour quelque chose. En effet, il a bien composé ses scolies, mais il les a attribuées à Bizet. Donc, loin d'avoir pillé le travail de Bizet, comme on a pu lui reprocher, loin de l'avoir simplement compilé, il lui a attribué son propre travail. Pourquoi? Alors, d'abord, ça peut être tout simplement parce que ça semblait compliqué de multiplier les attributions dans un volume qui est déjà très disparate. Ensuite, ils ont des attaques dont il a fait l'objet, hein, il a peut-être jugé prudent de ne plus publier d'ouvrage en son nom propre. On témoignerait donc le fait que la plupart donc, de ses travaux donc, sont présentés, je vous le disais, sous le nom de son père. Troisième hypothèse, c'est peut-être le choix de l'imprimeur. Il ne faut jamais négliger le rôle de l'imprimeur dans ce genre de questions. Et en effet, en ce qui concerne cette édition, on dirait que l'imprimeur a opéré de nombreux choix et qu'il a dû intervenir de manière importante, notamment, ce qui en témoigne, c'est que le volume est paru 18 ans, en fait, après la lettre de dédicace de Portius qui figure au début du volume. Et je finis donc avec ces lettres de Portius au début du volume. La première, en grec, bien dense. Ça, il y a plusieurs pages, hein, je vous donne juste le début. La seconde, qui est datée donc de 1589, et la troisième. Donc il est l'auteur de ces 3 textes liminaires. Le premier reconnaît le travail de Bizet et traite des parties de la comédie. Le deuxième, donc, qui est en latin, c'est une lettre dédicace adressée à Bizet. Et le troisième, c'est une adresse au lecteur. Le premier et le troisième texte donc, ne sont pas datés. Le deuxième est daté de 1589, donc 18 ans avant l'apparition du volume. Dans les 2 premiers textes, Bizet est nommé et il est loué, mais il n'est pas mentionné, en fait, dans le troisième texte, parce que, prétend Portius, tel était son souhait. Il y a quelques années, il arriva qu'un noble français, qui par modestie ne souhaite pas être nommé ici, faisant route vers Lausanne, comme il était assez loin, décida, chemin faisant, de passer ici quelques jours pour être avec ses copains. Voilà ce qu'il nous dit. Et puis, dans les lignes qui suivent, il décrit le travail de Bizet, toujours sans le nommer, hein, et il prétend qu'il a rédigé les scolies aux 11 comédies. Il a expliqué, illustré bien des points qui, dans les scolies anciennes, avaient été omis ou traités trop rapidement. En outre, les 2 dernières comédies, qui jusqu'à aujourd'hui avaient été publiées nues, il les a dotées de commentaires justes et précis à la manière des autres qui en sont dotés depuis longtemps.
se passe comme si, donc en ne nommant pas Bizet, mort au moment de la parution du volume, hein, Portus inventait un personnage imaginaire, rédacteur des Scoli aux 11 comédies, hein, un quidem gallus, qui serait mi-Bizet, mi-Portus. Alors pourquoi? Pour rester dans l'ombre, par modestie, hein, ce qu'il dit, hein, et c'est ce qu'il dit en fait plus précisément encore dans la première épître en grec, dont je vous propose une traduction ici, en tout cas le début, hein. Les ambitieux et les ignorants, chère Philhellène, tantôt aiment à dérober sans honte et s'attribuer sans scrupule les travaux d'autrui pour obtenir un renom et une gloire, si possible éternelle, tantôt ambitionnent de tresser d'augustes couronnes de leur propre louange à leur bavardage et leur fumeuse subtilité. Mais nous, qui sommes hostiles à une telle ambition et à un tel délire d'ignorance, nous avons décidé de ne pas imiter ces individus. Et nous avons choisi de suivre les beaux exemples d'hommes sages et justes et de rendre à chacun ce qui lui revient en propre. Et nous avons sincèrement jugé bon de rendre à nos bienfaiteurs les honneurs que nous leur devons et de faire connaître à tous leurs bienfaits. Donc, ce Taemadius Portus, hein, bien qu'il n'ait pas édité le texte et les scolies de l'édition de 1607, il a largement contribué en publiant l'édition de son père, en compilant le travail de Bizet, en le complétant, en le réarrangeant, mais son innovation majeure vient sans doute de la manière dont il a conçu finalement l'ensemble du volume et à la place qu'il confère aux travaux rédigés en grec et à son souci de ne pas intervenir sur les textes qu'il transmet. Par exemple, Frisklin avait découpé les 5 comédies qu'il avait traduites en actes et en scènes, à la manière hein, de la comédie romaine, latinisée. Portus transmet les traductions de Frisklin en laissant ce découpage en actes et scènes, mais pour les autres comédies, il s'y refuse. Voilà, donc ce souci donc, de transmettre en touchant le moins possible, et voilà, s'il y a des erreurs, c'est des choses qui peuvent être choquantes, on les garde parce que ça fait partie de la tradition, en revanche, on n'en rajoute pas. Donc ce Portus, il reste malgré tout une figure ambiguë, mettant en avant le nom de son père et celui d'autres érudits et en retrait le sien, et combinant donc une pratique de l'érudition héritée de Byzance aux innovations du début du XVIIe siècle. C'est là donc je pense ce qui fait donc son originalité. Voilà, j'en ai terminé. Je mets ici la lettre qu'il adresse à Crucius et où il parle en fait de ses origines et où on voit que c'est quand même compliqué dans sa tête. Je ne sais pas si vous voulez qu'on la regarde. Hein, voilà, Namut deme aliquid ponam, hein, donc bon, ben, moi, parlons de moi. Donc, ma vie se revendique grecque en partie italienne, en partie Sabaudia, c'est la Savoie, donc ça, la radio sympathique, c'est près de chez moi. Quienim nos genui, donc celui de mon père, donc sa patrie c'est la Crète, comme tu sais, mais ma mère c'est l'Italie. Enfant, par ailleurs, en outre, hein, ils m'ont donc amené ici, chez les Salobroges, et donc c'est là que j'ai passé les temps. Elle est loin la Grèce, elle est loin Patria. Est-ce qu'il faut dire ma patrie? Oui. In qua natus sum, dans laquelle je suis née. Bon. Dont je suis issu. Après, c'est une traduction latine, mais le texte grec dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Egeneten, je crois, je ne retrouve plus. Egena, ouais. J'en viens, voilà. Alors après, il y a plein de biographes du coup qui ont pensé qu'il était né en Grèce. Mais bon, voilà, dont je viens, qui m'a éduqué, voilà. Dont je connais donc la littérature. Ne t'étonne donc pas qu'aujourd'hui, hein, je ne maîtrise pas le vocabulaire du grec, donc je ne maîtrise pas le vocabulaire de la langue grecque d'aujourd'hui. La raison en est que je ne l'ai pas étudié. J'aurais pu, grâce à mon père, hein, j'en avais donc mais à l'époque, j'avais donc cette excellente, j'avais cette excellente possibilité de le faire pour éradiquer un enfant, et voilà, maintenant mes occupations ne me le permettent pas.
Mais bon, c'est surtout... voilà, je trouve que c'est un passage assez émouvant, en plus c'est dans une lettre, donc voilà, il dit des choses qu'il ne dit pas ailleurs, et assez embrouillé aussi sur qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il dit qu'il est, qu'est-ce qu'on dit qu'il est, et comment il se débrouille, ou il essaie de se débrouiller, tant bien que mal, avec tout ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Malika, pour cet exposé savant et passionnant. Moi, je dois dire qu'à titre personnel, c'est un bonheur de te lire et de plonger dans ce monde des hellénistes de la Renaissance, puisque les manuscrits, les éditions imprimées, c'est ma patrie. Et voilà, et c'était un grand plaisir d'écouter ta démonstration, qui touche à la fois à la question de l'hellénisme à la Renaissance, à l'histoire de la philologie, à l'histoire du livre aussi, du livre latin et grec. Et ce parcours à l'époque moderne, donc enfin la première modernité, correspond bien au souhait de notre séminaire d'approfondir notre enquête en l'élargissant à des périodes et à des aires géographiques que nous n'avons pas encore explorées. Et ce parcours s'inscrit donc dans une vision de l'Antiquité qui ne se limite pas à la seule lecture des textes anciens, mais qui s'intéresse aussi à leur réception et à leur transmission à des périodes ultérieures. Et je trouve ton exposé pose bien la question de la tradition, non pas bien sûr comme une succession ininterrompue depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais comme une recréation, une réappropriation culturelle à chaque époque, avec des enjeux politiques, religieux et idéologiques différents. Alors, ton exposé et tes autres travaux récents s'inscrivent aussi là, dans un renouveau de l'intérêt de la question des études grecques à la Renaissance, dont témoignent par exemple les 2 volumes de La France des humanistes, consacrés aux hellénistes, parus en 99, 1900 et 2010, les travaux de Luigi Sanchi sur Guillaume Budet, ou encore de 16e comme les Rabelaisiens Olivier Pédéfous et Romain Ménini, qui s'intéressent aux sources grecques de Rabelais, ou encore ce projet, par exemple, d'éditer la poésie néo-grecque de la Renaissance, c'est-à-dire qu'au départ, très peu de gens s'intéressaient, en comparaison du néo-latin, à cette nouvelle littérature grecque de la Renaissance, et aujourd'hui, eh bien, il y a plusieurs savants qui s'y intéressent. Alors je voudrais, dans ma brève reprise, souligner les éléments de cet imaginaire de l'hellénisme à la Renaissance que tu as bien mis en évidence, mais aussi restituer les enjeux un peu d'une telle question dans un cadre idéologique plus large, par rapport à des choses que moi j'ai pu rencontrer par ailleurs. Alors ton exposé a bien mis en lumière la revendication du père et du fils Portus à se décrire comme grec, alors qu'il ne l'était pas pleinement. On sait par exemple, et là je me réfère à Émile Legrand, la bibliographie hellénique, qui consacre un petit chapitre à François Portus. Le père, il est né en Crète, mais son père, un certain Théophile, était issu d'une famille italienne originaire de Vincennes. François Portus, donc le père, a étudié en Grèce, mais la plus grande partie de sa carrière, comme tu l'as rappelé, s'est effectuée en Europe occidentale, d'abord à Modène, puis à Ferrare, et enfin à Genève. Il est dès lors étonnant de voir dans ce dernier texte Émile Portus, qui est né lui-même à Ferrare, qui n'a vraisemblablement sans doute jamais mis les pieds en Crète, revendiquer dans les livres qu'il publie une telle filiation, au point qu'il est lui-même perçu par ses contemporains comme un Crétois et attaqué comme un Graïcus. Alors, tu as bien montré le lien qui existait entre cette filiation fantasmée et imaginaire des racines crétoises et une pratique philologique et éditoriale d'Émile Portus. On peut ici rappeler aussi que l'édition Princeps d'Aristophane a été réalisée en 1498 par Marcus Musurus, qui était lui-même crétois. Donc il y a peut-être aussi là aussi quelque chose. Mais ce que tu as bien montré, c'est que contrairement aux éditions précédentes d'Aristophane, Émile Portus accorde une place inédite à la langue grecque, en reléguant le latin au second plan, en passant même sous silence le traducteur latin.
on a vu, le premier texte liminaire de la préface est écrit en grec, c'est quand même assez rare. Hein. En général, les préfaces des éditions grecques sont écrites en latin. Dans les pages de son livre, il donne le texte grec d'Aristophane et sa traduction latine, mais surtout l'ensemble des scolies, pas l'ensemble, mais pratiquement tout est en grec. Tu as bien souligné que cette mise en page de l'exégèse qui donne la primauté à la langue grecque était aussi liée à la tradition des manuscrits byzantins, hein, dans lesquels ces scolies remplissaient les marges des manuscrits. Enfin, tu as montré que l'originalité de cette édition de 1607 était de restituer leur grécité au texte de théâtre grec par rapport aux outils hérités du théâtre latin, notamment grâce au rétablissement de la métrique. Je ne sais pas si tu l'as dit dans ta dernière version, mais tu disais aussi dans ta version écrite. J'avais peur de vous assommer avec la métrique. En restituant aussi le découpage en strophes, antistrophes et systéma du texte grec. Et donc cette importance du grec dans l'édition de 1607 peut bien entendu s'expliquer par les progrès de l'enseignement du grec au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, hein, puisqu'une telle édition destinée à un usage scolaire n'aurait pas pu trouver de lecteur ni même d'acquéreur 50 ans plus tôt. Mais, voilà. Mais elle prend un sens bien plus intense ou plus particulier dans ton exposé, hein, qui démontre la construction d'une identité grecque imaginaire pour défendre en fait une vision et une pratique philologique. Hein, c'est ça, je pense, qui est très fort dans ce que tu nous as démontré. C'est à la fois cet imaginaire identitaire, mais qui va aussi avec une pratique de l'enseignement du grec, de la philologie. Et comme tu disais, finalement, on est aussi déformé par ce qu'on fait comme travail. Ouais. Donc, d'un autre côté, ton étude du cas des portées a mis l'accent sur les dangers de cette posture d'hellénisme. L'hellénisme a, tout au long du XVIe siècle, je dirais, un statut ambigu. Le grec est à la fois nécessaire, je dirais, à la culture humaniste, mais il fait l'objet de constantes attaques. Et ton détour par l'Antiquité latine, qui dresse aussi un portrait négatif du Graeculus, a servi à montrer la reprise de ce topos par les érudits avant tout latins de la Renaissance pour dénigrer les Grecs, les hellénistes et les orientaux. Tu as cité le cas de Georges Hermonime de Sparte, qui fut le premier à enseigner le grec à Paris, qui s'attira donc les critiques de Guillaume Butet, d'Erasme, ou encore les diatribes de Scaligère contre Maroulouse, ou les reproches adressés à Jean Kéradam, du coup on dit, qui était professeur de grec au Collège de France. Et tout au long du XVIe siècle, les Grecs et les hellénistes sont tantôt adulés, tantôt décriés, comme des gens malhonnêtes, ignares et pauvres. Il faut voir que la plupart des Grecs qui arrivent au XVe siècle, qui étaient de familles aristocratiques, qui étaient richissimes, qui étaient des érudits sublimes, eh bien, ils vont se retrouver à être copistes, valets, professeurs pour des savants, enfin pour des grandes familles italiennes. Bon, et du coup, il y a ce topos qui est aisément repris du grec pauvre qui crève la faim, qui fait tout pour arrondir ses fins. Et tu as même émis l'hypothèse que Émile Portus se soit effacé de son œuvre, de cette publication, pour éviter certaines calomnies dont il avait fait l'objet quand il avait publié sa traduction des psaumes, si j'ai bien compris. Non, parce que c'est beaucoup plus tard qu'il y a ces critiques, mais... D'accord. En tout cas, oui, donc, je pense qu'il y a une forme de prudence. Une prudence, oui. Alors, pour donner... je voudrais donner quelques éléments de contexte pour amplifier cette ambivalence des humanistes à l'égard des Grecs et des hellénistes et restituer quelques enjeux polémiques que moi j'avais pu rencontrer. Par exemple, Ferrare, qui est la ville de naissance de Émile Porté, fut dès la fin du XVe siècle et dans la première moitié du XVIe et même jusqu'aux années 1560, je pense, le bastion vraiment de l'hellénisme humaniste. Par exemple, des érudits comme Niccolò Leoniceno ou Manardi ou Antonio Brazzavola, qui ont travaillé, moi je les connais parce qu'ils ont surtout travaillé à l'édition, à la traduction des textes médicaux grecs, notamment galiens, ont utilisé. C'est eux qui ont lancé
une rhétorique anti-arabe pour promouvoir le retour au grec. Alors, dans le domaine de la médecine et de la philosophie, par exemple, ils entendent créer une rupture par rapport au Moyen-Âge. Les universités arabes médiévales européennes avaient, dès le XIIIe siècle, mis au programme les textes d'Aristote et de Galien, mais ces textes étaient parvenus par le biais des traductions arabo-latines, elles étaient parvenues dans un sorte de package issu du monde arabe, c'est-à-dire qu'on avait Aristote commenté par Averroès, Galien repris par Avicenne et Razi, et voilà. Et donc, pour faire cette rupture, en fait, avec cet héritage médiéval, l'école de Ferrare va lancer vraiment une rhétorique qu'on va retrouver après dans toutes les préfaces humanistes. Je crois que je peux vous en lire deux petits passages, comme ça c'est rapide. Léonie Tchéno, qui écrit par exemple Apollicien, qu'on a cité tout à l'heure. « Je me réjouis beaucoup, au plus savant ange, que toi, un homme qu'on ne célèbre jamais assez, approuve mes efforts de réfuter l'ignorance des barbares qui ont écrit au sujet de la médecine. Qui n'a pas adoré Avicenne ?» Alors ça c'est Manardi, le disciple de Léonie Tchéno. « Qui n'a pas adoré Avicenne comme une déité céleste. Cependant, des commentaires récemment édités et d'autres qui doivent encore être édités au sujet de ces erreurs montreront plus clairement que le jour, à ceux qui possèdent de bons yeux, qu'il y a dans ces livres, outre une obscurité épaisse, un chaos sans fin d'ambiguïté. » Voilà, il y a une rhétorique comme ça où le retour à la langue grecque, c'est la clarté des sources limpides, en comparaison de la vase, des marais obscurs des Arabes. Alors, bien sûr, en fait, là, il ne s'attaque pas vraiment aux Arabes, il s'attaque surtout aux traductions arabo-latines qui avaient été faites au XIIe siècle et qui sont dans un latin un peu marécageux. Bref. Alors, ça c'était une première chose, par exemple, pour montrer peut-être ce qui motive aussi le fait de revendiquer cette revendication d'être grec, ce retour au grec des hellénistes aussi, qui ont toujours été, même à la Renaissance, un peu minoritaires. Et puis, par exemple, surtout, moi je pense qu'il est important pour comprendre aussi la position des Portus, c'est que le grec déchaîne des passions au XVIe siècle, notamment en raison des affrontements entre les catholiques et les protestants. Déjà, j'ai regardé un petit peu, mais je ne trouve jamais grand-chose, le livre « La bataille du grec » de Jean-Christophe Saladin, qui montrait que, au moment où les humanistes, déjà Erasme, ont recours à l'hébreu et au grec pour remettre en cause la Vulgate de Saint Jérôme, là, tout de suite, on a des expressions, les professeurs de grec sont des diabolos maximos, ou des diabolos, leurs disciples, des diabolos minutoulos. Mais un peu plus tard, je dirais à l'époque du Concile de Trente, là, on a clairement, de chaque côté, les partis des protestants et le parti des catholiques qui vont se rendre à Venise, consulter les Grecs de Venise, donc créto-vénitiens, pour obtenir des textes qui vont légitimer les positions des uns et des autres sur la possession de l'esprit, les hosties, etc. Et en fait, je pense que les Portais sont dans la même lignée que ces immenses érudits. Pour moi, il n'y a pas de plus grands hellénistes que Scaliger ou Casaubon, vraiment. Enfin, je veux dire, là, on a atteint des sommets dans l'érudition qu'on n'atteindra plus jamais ensuite. Parce qu'ils sont aussi protestants. Et je pense que le fait qu'il y ait cette revendication grecque chez les Portais rejoint aussi, un mobile fondamentalement religieux. C'est peut-être discutable. Ce que je veux dire, c'est que clairement, au XVIe siècle, il y a une rivalité entre les érudits italiens, français, espagnols d'un côté, et toutes les maisons d'édition vénitiennes, parisiennes, lyonnaises, et les maisons d'édition et les érudits qui travaillent en Allemagne et en Suisse. On voit clairement, en tout cas pour la médecine,
des oppositions radicales, des affrontements. Dans une guerre dont le terrain de bataille, c'est les éditions imprimées et l'arme, c'est la philologie. Voilà, j'ai fini avec ce que je voulais dire. Je voudrais juste lancer une première question, parce que je suis quand même à la grande spécialiste d'Aristophane. Moi, je suis quand même très intrigué, justement, parce que, par exemple, au XVIIe siècle, Racine, quand il va traduire les guêpes pour écrire sa comédie des plaideurs, dit clairement qu'il n'aime pas trop Aristophane, qu'il préfère, je cite, la régularité de Ménandre et de Terence à la liberté d'Aristophane, et donc il va édulcorer complètement la pièce. Je me demandais comment se comportaient ces érudits portés par rapport à toutes les thématiques sexuelles, scatologiques qu'on trouve chez Aristophane. Comment, en général, quand on écrit en grec, on met les mots en latin. Par exemple, c'est ce que faisait Maxime Planude. Il mettait les mots en latin, les mots choquants en grec. Comment il faisait avec ce texte, avec ce type de texte? Est-ce que justement il prenait un parti pris radical par rapport aux catholiques ou, enfin, je sais pas. Voilà, c'est une question. Merci beaucoup Antoine pour cette reprise expansive de tout ce que tu apportes aussi aux questions que vous pouvez soulever dans mon travail. Je réponds à deux, trois petites choses avant que, juste parce que ça m'intéresse, ce que tu as dit. Il faut voir aussi, moi j'ai parlé des méchants, mais il y a aussi tout un courant philhelléniste en fait, et notamment on va avoir le Kéradym dont je parlais tout à l'heure, il écrit des préfaces en grec, donc il publie le premier Aristophane publié en France en 1528, et pour chaque pièce il fait une préface en grec. Voilà, alors que d'habitude on fait une préface au début, mais on a toutes les pièces. Donc il y a ça, il y a Budé aussi qui écrit grec, et puis des gens comme Clusius aussi qui sont très, très philhellènes. Donc voilà, on ne se fait pas systématiquement traiter de grec. Alors oui, après, j'entends bien qu'il y a bien sûr de la haine des hellénistes en général. Là, c'était beaucoup plus précis finalement, c'était celle des hellénistes grecs, mais j'ai refusé en fait de dire grec pendant tout mon exposé, comme vous avez pu le remarquer, parce que c'était assigné quelque part et que je préférais dire hellénophone, encore que ça ne marche que pour Portus Père, parce que voilà, c'est plus compliqué pour le fils, donc c'est pour ça que j'ai tourné autour du pot en permanence. Mais bien sûr, cette haine, mais pour d'autres raisons, elle est très fréquente et c'est très dangereux finalement, tout simplement, d'être helléniste au XVIe siècle quand on est en pays catholique. Après, sur la religion, c'est très important pour Portus Père. Puis il a eu des tas d'ennuis avec ça. Bon, c'était pas l'objet ici, mais oui, d'accord. Pour le fils, il reste encore très discret, très prudent. Je trouve que c'est vraiment une figure prudente et donc assez insaisissable parce que... alors d'accord, il traduit les psaumes. Je ne sais pas quel texte il utilise, mais j'imagine que c'est le psautier de Genève, donc en français, et que tout le monde va se mettre à traduire dans les années qui suivent, en polonais, et dans toutes les langues possibles, et donc en grec ancien et en hexamètre. Mais pour le reste, il n'est pas facile à saisir, il dit peu de choses, et si j'en viens à la question sur qu'est-ce qu'on fait d'Aristophane, sa défense d'Aristophane, puisque de toute façon, quand on édite et qu'on traduit Aristophane, il faut prendre position, ça ne va pas de soi, donc on prend position, et donc en gros il y a deux courants. On va faire l'éloge d'Aristophane en disant qu'il a une utilité politique, puisque c'est la veine satirique, finalement, qu'on va voir chez lui. Il critique ses contemporains, et donc il a une utilité politique, et donc c'est bien de le lire. Il a une utilité scolaire. Il a un grec agréable, facile, plaisant, et il y a tout un vocabulaire qu'on ne retrouve que chez lui, et donc il est très bien pour apprendre le grec. C'est le pur cellatique, voilà. Et puis d'un autre côté, on a ceux qui disent c'est terrible Aristophane, mais justement on va y confronter les étudiants et comme ça ils vont se fortifier face à lui. Et ça c'est plutôt ce qu'on va trouver en pays germanique, effectivement.
C'est la préface de l'édition de 1532. Voilà. C'est précisément parce que c'est un auteur problématique, détestable, obscène et impie que c'est important d'y confronter les élèves. Alors après, de manière plus générale, on ne va pas parler, hein, les préfaces de Portius ne parlent pas des obscénités, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment un souci, parce que quand on traduit en latin, tout le monde s'en fiche en fait, on traduit de manière parfaitement obscène, et là, peu importe la religion, les origines ou quoi que ce soit, en fait la question elle se pose vraiment à partir du moment où on traduit en vernaculaire. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué, il va y avoir tout un tas de stratégies qui vont se mettre en place selon les époques pour ne pas traduire, mettre des notes, faire des coupes, voilà, mais jusqu'à très récemment encore. Hein. Et j'ai quand même envie de dire que les protestants traduisent mieux et de manière plus, de manière plus fidèle, ou alors Anne d'Acier, hein, après on partira au catholicisme parce que c'est quand même trop compliqué, mais elle traduit en français. Et elle va mettre une note. Quand elle ne traduit pas, elle met une note. Alors que dans les 3 siècles qui suivent, on ne dit rien, on saute le passage, et c'est tout. Donc oui, il y a quand même quelque chose là dans le rapport à la langue grecque, et oui, le fait qu'on restitue le texte autant que possible, quitte à, dans une note, dire ce passage-là, il est magnifique en grec, mais franchement, dans notre langue, ça ne passerait pas du tout. Alors que c'est un truc super obscène et vraiment dégoûtant. Mais voilà, c'est merveilleux et tellement fleuri en grec, mais notre langue ne permet pas de l'accueillir. En revanche, pour le latin, non, franchement, ça ne pose aucun problème, et dès le début. Bien sûr, oui. Je crois qu'en tant que latiniste, on a des choses à faire, mais je laisse beaucoup à dire, mais je laisse à Emmanuel. C'est à propos de Graïcoulous. Non, mais ce que je voudrais, donc, c'est. Ouais, mais je te le laisse. Non, je te laisse, parce que je voudrais intervenir sur un autre point. Ouais, mais en même temps, ça va. Oui, je sais, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, justement, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'en fait. Peut-être tu vas me dire que je tire ça vers. Parce qu'à Rome, bon. C'est pas les Grecs qui sont en cause. Je veux dire, c'est les Grecs du présent. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, la langue grecque, ça n'a rien à voir avec les Grecs du présent qui sont les Grecs. Alors, moi... Donc, tu es du côté du Buisson, toi? Non, pas du tout. Du Buisson, il faut le renvoyer. Non, depuis du Buisson, il y a eu des choses bien qui ont été écrites. Non, c'est pas ça. C'est ni l'un ni l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que... il faut lire ce qu'a écrit Emmanuel. Mais sur le sujet. Non, mais ce qui me frappe beaucoup, hein, ce qui me semble l'enjeu, et c'est pareil à Rome, c'est que la culture grecque, il faut une rupture. Je veux dire, justement, parce que notre problème, c'est l'Antiquité, il me semble, peut-être tu me diras que je force sur ce qui est ton époque, que je ne connais pas bien, pas du tout, mais c'est ce que tu m'en as dit. C'est que un type qui dit, vous savez, moi je suis grec, enfin, c'est comme les étudiants grecs qui débarquent dans le cours et qui vous expliquent que parce qu'ils sont grecs, hein, ils ont un lien. Ils sont forcément meilleurs pour comprendre Aristophane, ce qui est évidemment faux. Et il me semble qu'on est dans une situation un peu de ce genre. C'est-à-dire que, bon, le latin, il y a une continuité. Hein. Le latin, enfin, il y a une continuité qui est vécue. Les gens, ils ont toujours parlé latin. Les Euridices ont toujours parlé latin. Alors que là débarque, tout d'un coup, une langue qui prétend avoir la même légitimité que le latin. On se met à faire des préfaces en grec. Moi, l'idée qu'on fasse une préface en grec à un texte grec me semble délirant. Je veux dire, mais bien sûr, parce que pour faire ça, il faut apprendre le grec. C'est comme si moi aujourd'hui, je faisais une préface en latin à Sénèque. Hein. Je veux dire, donc en fait, il me semble qu'il y a tout d'un coup une crise par rapport à ce qu'a fait. Le grec, ça vient d'ailleurs quand même. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas... c'est pas du tout le même statut de langue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il y a les langues vernaculaires, ça a posé des problèmes. Mais là, c'est normal de parler latin. C'est normal de faire conférence en latin. Puis tout d'un coup, un type qui dit, mais vous savez, moi je vais vous le raconter ça en grec, alors que le grec, me semble-t-il, c'est le grec de l'Antiquité, c'est le grec dont on apporte les textes, mais parmi les milieux érudits, personne ne le parle. Personne ne l'utilise, c'est pas une langue de communication. Donc tout d'un coup, alors, et à mon avis, il y a, dans ce que tu dis, il y a quelque chose comme ça.
hein, c'est que cette façon de replacer le grec, de le ressusciter en quelque sorte, me semble très curieux. Pour moi, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, ça me semble être tout à fait d'un autre ordre. Hein. Je dis ça parce qu'en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que c'est vraiment se compliquer la vie. Hein. Tout le monde parle latin. Hein. On fait les je veux dire, le latin est la langue de communication. Qu'est-ce qu'on se met à communiquer avec une langue que personne ne connaît? Je veux dire, qu'il faut apprendre. Donc il me semble qu'il y a tout d'un coup quelque chose qu'effectivement, ils n'aiment pas les hellénistes parce que qu'est-ce qu'ils viennent faire avec leur grec? Hein? Il semble qu'ils prétendent à une légitimité nouvelle. Il me semblerait. Hein? Et alors c'est intéressant parce que ça veut dire quel est le statut de ces textes. Est-ce que, bon, aujourd'hui, nous, personne ne fera ni une préface ni en latin ni en grec, mais ça nous semble normal. Il y en a encore latin, des préfaces en latin. Oui, bon, enfin, les Italiens, ils font des préfaces en latin. Encore. Parce qu'ils maîtrisent. Et là, on va dire qu'il y a une continuité. Ouais. Non, mais justement. Et ça nous choque parce que ça nous semble, en fait, quelque chose qui est complètement une mystification. Et de la même façon, ces deux portus, je ne sais pas comment il faut dire. Pourquoi on dit porter? Alors, j'attendais que quelqu'un pose la question. Comment nous, on doit les appeler? Comment on décide de les appeler? Moi, j'ai décidé de... mais enfin bon. Oui. Ah oui, non, mais après, est-ce qu'on latinise? Est-ce qu'on prend le nom grec? Est-ce qu'on prend le nom français? Parce que c'est amusant, parce que, en fait, alors je me demandais toujours, là j'ai fait le roman de Portus, mais comme, bon, parce que moi c'est facile, je ne sais pas faire de la révision. Il me semble que ces deux types, ils disent, vous savez, on est tout à fait légitime. Je ne sais pas le grec, mais j'aurais pu l'apprendre, etc. Une sorte de... Il crée, enfin, il me semble qu'il crée une légitimité du même type que le latin. Mais de toute façon, nous, on n'est pas coupé des textes. On parle toujours grec, on est grec. Et ça, c'est vraiment insupportable. C'est une grande mystification. Mais alors, du coup, on retrouverait quelque chose qui est plus c'est-à-dire que les Grecs d'aujourd'hui, c'est les Grecs coulis. Comme pour les Romains, les Grecs, je veux dire, je ne sais pas, trop long, on a plus de temps quand même. Surtout que je travaille là-dedans en ce moment, mais vraiment à fond, et que je ne comprends pas du tout. Hein. Mais, je veux dire, il faut bien voir que pendant l'époque romaine, les Grecs, c'est d'ailleurs les gens de l'époque, enfin, les gens qui habitent Athènes, etc., ils rendent un culte aux généraux romains. Je veux dire, on leur rend pas tant. Hein. Je veux dire, donc il y a Graeculi. Je veux dire, vraiment, ces types, c'est des lavettes. Je veux dire, hein, on les écrase, hein, on leur dit, on va vous donner quelques hochets, la liberté, ils sont contents, hein, et ils en rajoutent. Hein. Bon, alors, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment... Et donc, ces gens-là n'ont absolument rien à voir avec Périclès, etc., Thémistocle, Aristide, Platon. Hein, et ils sont indignes de leurs ancêtres. Mais, je veux dire, quand je dis ça, c'est normal. C'est vrai que ces textes-là célèbrent la liberté, etc. Et eux, hein, ils rendent des cultes à des hommes vivants, ce qui d'ailleurs en plus pour les Romains est très, très choquant. Hein. Et c'est pas les types du fin fond de la Syrie, c'est les Athéniens, c'est les Spartiates. Donc voilà, donc il me semble qu'il y a tout un problème, hein, qui est le statut d'une langue et le statut de ceux qui prétendent être plus légitimes pour en parler. Ça, c'est un point qui me semble important. Hein, et le deuxième point, c'est la distance, ou pas la distance, avec ce qu'on appelle nous en l'Antiquité. C'est-à-dire que la Renaissance, c'est quand même l'époque où on crée l'Antiquité, enfin, une certaine Antiquité. Et s'il y a un type qui sort du texte pour dire, mais vous savez, moi je suis... comme si Portus sortait d'Aristophane, vous savez, Aristophane c'est mon ancêtre, je le connais bien, bon, voilà. Et ça ne va pas avec l'Antiquité. Voilà. C'est cette perspective-là. Alors quand c'est un Français qui s'appelle Bizet de Charlet, ça va avec l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a une distance, quoi.
Il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de... Voilà. Ça permet de situer les textes avec une distance. Si la préface n'est pas écrite dans la langue du texte, ça change tout. Ça objective le texte à l'extérieur de la langue qui en parle. Enfin. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des Normands qui écrivent en grec? Ben, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Et pourtant, eux, ils n'en prennent pas plein la figure. Ben, je sais pas, il paraît que j'étais pas très bien vu d'être très ministre. Oui, alors... Enfin, je ne sais pas, je remarque ça, mais attention, j'ai peut-être pas été très... Ce que je veux dire, c'est qu'il est bizarre, tout d'un coup, de refaire du grec une langue... ça a quand même une longue histoire, moi je pense. Enfin, je veux dire... Il y a quand même quelque chose qui s'appelle Byzance. Oui, voilà, il y a Byzance que tu oublies, Florence. Je veux dire, après, les Romains, Rome est devenu rien du tout et ça s'est transporté à Byzance. Et Byzance est devenu Rome. Non, mais je veux dire, aussi, il y a ça. Et puis, moi, je pense beaucoup à cette histoire de la redécouverte de l'Antiquité, enfin du grec à Florence. Quand même, quand Platon, qui est donc un grand savant incroyable, arrive à Florence lors du concile de Ferra-Florence, et en fait, les gens, enfin, les Italiens sont absolument fascinés. Ils le voient en mage grec, c'est un platonicien, hein, il est l'incarnation même de Platon. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas forcément lui qui se présente comme je suis l'héritier de, même s'il est néo-païen, etc. Mais en tout cas, c'est les regards qui sont projetés sur lui par, après il y aura Marcille Ficin, etc., qui vont faire de lui, faire des Grecs, des héritiers des Grecs. Par ailleurs, il y a dans la langue grecque quand même, jusqu'à peut-être 20-30 ans, cette dualité où les Grecs en Cathariboussa, ils écrivent en grec athénien, pratiquement. Hein, si vous lisez des articles des années 50 en grec moderne, vous avez l'impression que c'est de la prose des orateurs. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de... moi, si je veux répondre aussi à la question, c'est qu'en fait, ça fait, à la fin du 15e, en Italie, on se passionne pour le grec, on veut redécouvrir ces textes, etc. Et tout ça, ça fait... ça grossit. Donc quand on est à la fin du XVIe siècle, avec des gens comme Scaliger, Casaubon ou Les Portet, il y a déjà plein de gens qui ont appris le grec en France. Hein, il y a eu des salles pleines au Collège de France avec 300 personnes pour apprendre le grec. Les gens se sont fascinés et que du coup, bien sûr, c'est un artifice érudit, mais ça correspond aussi à des gens qui ont appris le grec comme on apprenait le latin et qui faisaient du Cicéron. Bah si, parce que je veux dire, le latin qu'on parlait, je sais pas moi, dans l'administration, si on avait encore, c'était pas le latin qu'on allait faire dans la poésie néo-latine, où on allait truffer le... Enfin, tu vois, c'est une approche érudite, créée dans la poésie néo-latine. On va chercher des mots hyper rares, des poètes latins que plus personne n'utilise quand on parle latin pour des raisons. C'est pas la question. Ouais, je sais pas. C'est pas la question. Surtout laisser parler. Enfin bon, je ne vais pas, on va pas faire dialogue, c'est pas la question. Mais Emmanuel, je sais moi, aussi. sur Draïkoulos, je suis plutôt sur l'idée que Draïkoulos en emploie avec un sens péjoratif pour désigner des noms grecs qui font les Grecs. Voilà. Donc il y aurait... Et donc effectivement, je me demandais si ces critiques, justement, ne portent pas aussi cette marque. Est-ce que ça ne veut pas dire celui qui fait grec voilà, c'était la question que je me posais. Ou celui qui fait grec, qui se revendique comme grec, alors qu'il ne l'est même pas. Voilà. Contrairement à son père, qui lui ne pâtit pas du tout de ce type de critique, puisque c'est il fait ce qu'on attend de lui. Il est grec, donc il est professeur de grec. Et tout va bien. Aussi cette insistance. Mais en plus, je ne parle pas grec, grec d'aujourd'hui. Enfin, ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi, cette remarque. Et il insiste vraiment, alors que j'aurais pu, mais j'étais enfant. Maintenant, j'ai pas le temps. Oui. Ce questionnement sur l'identité est intéressant et il est vraiment au cœur de notre séminaire aussi. C'est question d'identité. Et alors, on se demandait avec Carole si on pratiquait le thème grec à cette époque-là. Est-ce que les gens s'amusaient à traduire grec Oui, ils faisaient du thème grec. Quelque part, c'est ce qu'il fait quand il traduit les psaumes. Alors, je ne sais pas quel texte il utilise. Je ne sais pas s'il utilise le psaume de Genève en français ou en latin, mais est-ce qu'on est dans comme exercice. Oui, comme exercice.
Pas que je sache. On lit, on traduit, on fait de la version, ça c'est sûr, on commente, mais non, je ne connais pas l'histoire du thème grec et à partir de quand ça se fait. Juste une question en complément d'Emmanuel, c'est une histoire de date. Dans la lettre que tu as lue là, on regardait plutôt le latin. Il a écrit en latin. Il a écrit en grec. Et c'est Crucius qui a traduit en latin en fait. Donc lui, il a écrit en grec. Oui. Il correspondait en grec ancien. Ils étaient tous les deux hellénistes. Et moi, je me demande à destination de quel public ce sont ces textes grecs, les psaumes en grec par exemple. Ça ressemble à un pur exercice de style en fait. Parce que pour les autres, on voit bien. pour le polonais, on voit bien pourquoi on va traduire les psaumes en vernaculaire. Et là, l'Aristophane, c'est un public scolaire? Alors, l'Aristophane, c'est les deux. C'est un public scolaire avec l'idée que ça va servir à apprendre le grec, et en donnant donc le maximum de matériaux possible, donc le latin, enfin la traduction en latin, et puis les scolies. Donc oui, scolaire. Après, scolaire, c'est large, comme c'est-à-dire où est-ce qu'on l'utilise. Ça, c'est plus difficile à déterminer. Les exemplaires que j'ai consultés, j'en ai deux, ils ne sont pas annotés, donc je ne sais pas ce qu'on a fait exactement avec. Mais cela dit, c'est surtout en pays germanique qu'on va avoir des exemplaires beaucoup plus scolaires, avec notamment dans des manchettes, là, en marge, une structuration rhétorique, et puis des explications, mais vraiment un peu on n'est pas crête, en disant... ben voilà, là, il dit ça parce que ça. Et puis, il y a le texte de Girard, dont je vous parlais, l'édition de Girard, qui, lui, alors il est assez intéressant parce qu'il donne une traduction ad verbum et une traduction... il donne deux traductions. Une traduction élégante et une traduction vraiment mot à mot. Et ces scolies, ces commentaires, en fait, c'est vraiment des notes de cours. Enfin, pour moi, c'est pour apprendre le grec quand on n'a pas de prof. Le grec par correspondance. C'est vraiment, ça, c'est un aoriste. L'aoriste, ça correspond à ça en latin et on l'utilise à tel moment. Donc... c'est une espèce de manuel de grec avec là, les scolies sont en grec, ça signifie qu'on est... Et en latin, il y a tout. Il y a la totale, tout mélangé. Donc ça, c'est vraiment c'est une compilation, mais une compilation très, très augmentée. Et non, c'est plutôt à l'usage des érudits, je pense, même si voilà, on peut passer d'une langue à l'autre, disons, public savant. Oui. Moi, j'ai juste une remarque par rapport à la conversation tout à l'heure. J'ai mis ce Platon, justement, il a une correspondance en grec ancien, grec classique, donc ça va être une pratique quand même assez... Et Guillaume Budet aussi. Mais alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi le Portus Père, pourquoi vous dites qu'il est grec? S'il peut être né en Crète, ça va être grec. Tout à fait. Peut dire qu'il écrit toi sans que ce soit vrai. J'ai pas dit qu'il était grec. Ok. D'où mon titre, et d'où Crétensis, Ocrès. Si je l'ai dit après, ça m'a échappé, mais en tout cas dans l'exposé, je pense que je l'ai écrit. Ça veut dire quoi être grec à l'époque? J'aimerais bien le savoir. Non, c'est ça. Regardez, moi j'ai envie de vous dire la réponse, elle est là. Partem Graecia. Procul Graecia. Voilà. Donc c'est revendiqué, mais encore une fois, les Portus, c'est une famille italienne qui a colonisé, enfin partie des colons qui sont allés s'installer en Crète, qui se sont crétisés, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui se revendiquent ensuite comme crétois, mais qui en fait circulent en permanence comme toute cette élite de Crète, et qui est mélangée avec des mariages mixtes. Oui. Et puis il y a un intérêt économique aussi pour Portus. Alors après, bien sûr, il y a le côté... voilà. Oui, c'est une famille qui est installée en Suisse, si j'ai bien suivi. C'est ça, oui, à Genève. Quel est le statut des langues anciennes à cette époque? Parce que j'étais en train un petit peu de surfer. Je vois qu'au Collège de France, on crée en 1530 dont tu as parlé, les lecteurs royaux, le premier lecteur de grec, avec de l'hébreu, l'hébreu et le grec sont les deux premières disciplines. Je vois un petit peu que ces lecteurs sont inspirés du collège des trois langues. Il y en a à Louvain et il y en avait je pense qu'en Italie aussi. Où là on a l'hébreu, le grec et le latin. En fait, les trois langues, ce qu'on appelle les trois langues, c'est hébreu, grec, latin. Ça date de, si Wikipédia raconte n'importe quoi, 1517. Et je voulais te demander si dans ce paysage, un petit peu des institutions linguistiques,
on avait quelque chose de spécifique à Genève à cette époque? Est-ce qu'il y a un paysage européen qui se configure différemment d'un pays à l'autre? Visiblement, ce qu'on dit là, c'est que François Ier s'est inspiré du Collège des Trois Langues pour créer ça en 1530. Comment ça se passe à Genève? Si, peut-être. Quirinal. C'est ça, ouais. J'y connais rien. En gros, François Ier, il veut faire comme les Italiens et mieux que les Italiens. Donc, il veut créer lui aussi, il veut avoir ses hellénistes, il veut avoir des manuscrits, il veut avoir un enseignement du grec, et poussé quand même par Budet, qui trouve que ça va pas assez vite, il va créer le collège de François, le collège des lecteurs royaux, et ces recrutements, ils viennent de là, parce qu'à l'université, on n'enseigne pas le grec, en revanche. Et avant qu'il y ait le collège des lecteurs royaux. Et il y a l'enseignement qu'il y a avant, c'est celui de François Tissard et de Jérôme Aléandre, qui sont les premiers enseignants de grec en France. Je connais surtout la situation française, pour dire. Donc ça voilà, c'est vraiment la rivalité entre l'Italie et la France, et c'est pour ça que François Ier va pousser ça. Pour ce qui est de la Suisse, pour ce qui est de Genève, je pense que c'est vraiment des questions religieuses là, pour le coup. L'intérêt pour le grec, il est religieux, pour l'hébreu aussi, mais là je connais beaucoup moins. Tu sais si c'est institutionnalisé? Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est l'institutionnalisation. Mais de l'académie, il enseigne à l'académie de Genève. Donc oui, c'est institutionnel. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur mes questions parce que tout ça. Alors, en fait, puisque vous disiez qu'il y avait des correspondances. Donc, en fait, la tendance, c'était. Alors là, de faire du grec, l'équivalent du latin. Enfin, la même chose, le même fonctionnement avec le grec que le latin. Donc, il s'agirait de restituer. Et c'est la même chose pour l'hébreu aussi, je ne sais pas. Il y a aussi des correspondances en hébreu, des choses comme ça. Ça doit être une autre histoire quand même. En revanche, c'est le même imprimeur, Gilles de Gourmont, qui est le premier à Paris à imprimer du grec et de l'hébreu. Il revendique, il met les deux sur toutes ses couvertures. C'est formidable parce qu'au moment là, donc voilà, j'ai compris. J'avais pas compris ça du tout. On réinstalle le grec comme si, on essaie de lui donner. Et du coup, on va le latiniser, et du coup, on va le franciser, et du coup, on va le coloniser. Oui. Alors, ce qui m'est. Je trouve ça formidable parce qu'au moment où les langues vernaculaires vont en fait s'affirmer, voilà que tout d'un coup, on ajoute une langue antique en plus. C'est quand même étrange. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des langues à ce moment-là? Vas-y. Vous avez une idée là-dessus? Moi, je ne suis pas spécialiste d'affaires, mais j'ai lu une fois que justement, par rapport à Gilles Péton, on en parlait, il y a un projet nationaliste. Il cherche à construire une identité hellène moderne autour d'une nation grecque, alors qu'avant on était sur l'impérialisme, donc c'était autre chose. Mais du coup, c'est juste avant ça, donc ça peut jouer sans participer autour de la. Non, puis il y a toute cette. Le français descendrait du grec en fait. Bah oui, voilà, après, il y a la fusion. On va faire des étymologies, tant que certes les Italiens ils ont le latin, mais la France a le grec. Oui, parce que c'est l'époque où on crée des mots en français, parce que le mot théâtre c'est à ce moment-là, et en le donnant des sens différents, parce que ça n'a pas du tout le même sens que théâtre. Et tout d'un coup, et à ce moment-là, on va affluer les mots au latin en français. C'est quand même bizarre. Moi, j'ai envie de dire aussi, il y a quelque chose. On voit ça. Comment dire? Quand à un moment, il y a les latins et les byzantins. Et puis il y a des gens qui commencent à faire des échanges. Je pense à Maxime Planut qui va traduire en grec ancien les classiques latins. Bon, parce que les gens qui vont se plonger dans le latin, ils connaissent, qui ont une culture latine, ils vont connaître les auteurs grecs en fait par Cicéron, etc. Et à partir d'un moment, il y a un vrai appétit de recréer en fait cette culture antique, de savoir ce que c'était vraiment Platon dans le texte, ce que c'était vraiment, etc. Donc il y a. Je dis cet appétit, il n'est pas né nulle part. Ben, c'est les textes qui nous conduisent à ça. Mais les gens, ils les ont lus pendant des Ben non, ils les ont pas lus. Ils les ont plus lus depuis. C'est pas vrai. C'est bien comme image, on lit le latin. Ah oui, en latin. Mais je veux dire, en latin. Ce goût des textes grecs, tu dis, ça vient de la lecture du latin. C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait autre chose. À un moment, déjà, il y a eu aussi ce rêve d'unir les églises. Par exemple, à un moment, au début du XVe, on a le rêve de réunir les églises, de refonder quelque part cette ancienne empire, enfin je sais pas, ces deux mondes. Il n'y a pas la latinité et Byzance d'un côté et de l'autre. Enfin, il y a quand même des endroits comme Venise, comme tout le sud de l'Italie, où ça a toujours circulé, où on parle les deux langues. Et il faudrait peut-être aussi s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à Byzance, on apprend le latin. Bah ouais. Oui, c'est ça. Donc, travailler là-dessus, c'est ça. Alors,
raconte. Non, mais non, sinon je vous en aurais parlé aujourd'hui, hein, je connais mal la question, mais quelque part, nous, on s'interroge sur « Ah, c'est rigolo quand même, le grec qui débarque », mais ça se passe de la même chose, de la même façon de l'autre côté. On cherche des professeurs de latin désespérément, on trouve que le latin est une langue extraordinairement compliquée par rapport au grec, enfin voilà, c'est réciproque. C'est intéressant. Ça, c'est Maxime Planet qui commence ça. Ce qui a joué un rôle absolument essentiel dans cette institutionnalisation du grec à laquelle tu faisais allusion, c'est la conversion au protestantisme. Hein. L'université de Lausanne a été créée en 1537 comme une ancienne académie avec deux chaires, enfin comme académie, c'est-à-dire qu'en 1536, les Bernois, qui étaient protestants, ont envahi la région de Lausanne et ont chassé les ducs de Savoie, catholiques. La première chose qu'ils ont fait, c'est évidemment de convertir leur sujet au protestantisme. Pour cette conversion, il fallait former des pasteurs et on a créé, une année après la conquête du pays, l'académie qui est devenue l'université de Lausanne, avec deux chaires, une chaire de pastoral et une chaire de grec-ancien. Et pourquoi une chaire de grec-ancien? Parce qu'il fallait lire le Nouveau Testament en grec, dans la langue originale. Et ça a joué un rôle absolument déterminant dans la réinstitutionnalisation du grec. D'autres questions? Moi, j'ai une... Je sais pas, non, d'autres questions? Moi, je suis quand même intrigué par ces histoires de Scoli attribuées à Bizet. Et parce que, quand même, donc du coup, il dit lui-même qu'elles sont toutes de Bizet, dans sa préface, n'est-ce pas? On a un manuscrit où il n'y a que 8 comédies avec des Scoli. Moi, je me disais, on pourrait aussi supposer qu'on ait perdu la fin du manuscrit. Enfin, je sais pas, je me suis dit, c'est quand même très bizarre. C'est très byzantin en même temps de ne pas se mettre en avant comme ça. Enfin, il y a eu tout un, et peut-être du coup protestant, j'en sais rien, il y a eu tout un idéal des copistes, des moines byzantins, de pas mettre son nom, de faire des traités anonymes, de s'effacer vraiment. Donc je sais pas, mais en même temps, je me disais, il y a peut-être d'autres explications. En tout cas, celle du cahier. Oui, c'est vrai que ça enfin, tant qu'à faire. Enfin, pourquoi? Alors, c'est Weber qui dit 9. Oui, c'est ça. C'est le biographe. Ouais. Je pense qu'il ne connaît pas grand-chose. Parce qu'en fait, cette 9e comédie, elle a des Scoli. C'est l'Assemblée des femmes. Mais ce n'est pas les Scoli de Bizet, c'est les Scoli du Rawenas. Voilà. Ah oui, c'est d'autres. D'accord. Elle en a dans la tradition, en fait. Donc, du coup, c'est peut-être plutôt l'imprimeur qui aurait standardisé. Et qui aurait mis Bizet systématiquement. Mais les Scoli du Rawenas, elles sont indiquées en tant que telles, en fait, dans l'édition. Donc, quand il met Bizet, je sais pas d'où ça sort. Donc, oui, pourquoi pas un cahier. C'est une question. Là, pour le coup, j'ai pas assez de manuscrits. Si ça se perd souvent, les cahiers, peut-être. Ah oui, ça se perd surtout à la fin. On perd tout le temps les cahiers du début et de la fin. C'est pour ça qu'on a plein de textes. Oui, alors là, c'est le cahier de la fin, en plus, l'Assemblée des femmes. Donc, Ou alors, pourquoi les pièces féminines, enfin, qu'on dit féminines, pourquoi celle-là en particulier, est-ce qu'elle dérangeait plus? Enfin, je sais pas. Parce que c'est bizarre. Enfin, est-ce que c'est normal dans la. C'était déjà dans alors, ça c'est dans la transmission. Ouais, d'accord. On n'a que celle. Il n'y a que le Rawenas qui a toutes les pièces. Et. Non, je dis une bêtise là. Parce que le Rawenas, on n'a pas encore. C'est en 1780 à peu près qu'on le redécouvre. Il a été utilisé en 1515 par la Juntine, mais après il a été perdu. Et personne ne s'est rendu compte que c'était intéressant. Donc on n'a même pas utilisé pour les autres pièces, en fait. Il a disparu, on le redécouvre. À la fin donc, du XVIIe. Du coup, les Scoli qu'on a là... Le Rawenas, c'est un manuscrit de Ravenne où il y a les Scoli. C'est le manuscrit le plus ancien d'Aristophane, qui comprend donc les 11 comédies qui nous sont parvenues. Du coup, qu'est-ce que c'était quoi la question? Non, moi je me disais, tiens, c'est étonnant en plus que ce soit les trois pièces féminines qui sont à la fin, qui n'ont pas de Scoli. Oui. Enfin, c'est les moins bien conservées. Pour les Thesmophories, par exemple, on n'a que le Rawenas. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, oui, c'est vrai.
Donc on le connaît grâce à l'édition de la Jatine de 1515, et c'est pour ça qu'on a le texte. En revanche, personne n'a accès au texte avant qu'il ne revienne dans le circuit tournant du 18e. J'ai trouvé très très séduisante l'hypothèse que Portus, ce soit caché en quelque sorte le nom de Bizet-Charnay, mais quand on regarde la liste de ses éditions, on voit qu'il y a des éditions avant, des éditions après, où en fait il est tout seul comme éditeur. Donc pourquoi pour cette édition-là il se serait caché et pas pour d'autres? Alors c'était ma première chose. La deuxième remarque, un peu plus générale, je trouve, ce qui est très frappant dans les débats que vous avez montrés, je trouve ça vraiment passionnant, c'est quand même toutes les relations de pouvoir et d'autorité qu'il y a entre hellénistes, en fait, au 15e, puis du 16e siècle, en fait, on essaie de se référer à des autorités qui donnent force à ce qu'on dit. C'est ce qu'on voit de reste déjà dans cette lettre, le Kouieni Nopama, le grec aussi, Kouieni Nosgenit, c'est la patria, c'est la Grèce, la mère, c'est l'italienne, donc il y a vraiment la patrie, c'est le pays, c'est la relation avec la culture du père. C'est pour ça que nous avons été élevés dans sa patrie. En fait, j'ai été patria, c'est plutôt au sens ici de culture paternelle, en fait. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit cette relation d'autorité partout dans le texte. Je trouve c'est très fort de Scaliger sur Marius. Ce qui est assez frappant, c'est cet emploi du terme d'audacia, audax. Non pas au sens de audace, mais plutôt ce qui serait valorisant, ça serait plutôt de témérité et d'insolence. Et chaque fois lié à un diminutif. C'est-à-dire s'il est question de l'audacia des magistelli, des petits maîtres, il y a un côté très italien aussi, on en a parlé. On a l'impression d'entendre l'italien avec des diminutifs italiens, ou bien c'est le Graviculus qui est audax, lui aussi. Donc, on ne peut pas s'attaquer à ce qu'a fait Policien. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il y a des sortes de niveaux. On se réfère à Erasme, à Budé, à Scaliger. Et Portus, effectivement, lui, il est plutôt dans le middle zone. Il n'a pas du tout l'autorité de ces grands-là. Peut-être aussi c'est lié à des relations géographiques. Le fait qu'effectivement, le fait d'être de l'autre côté des Alpes, ça change du côté des allobroges. Les protestants, ça change un peu les choses. Mais c'est très frappant, en fait, c'est quand même ces relations d'autorité très très fortes et où chacun essaie de trouver une source d'influence, de légitimer son discours. Bon, après Scaliger, il est toujours méchant. Oui, c'est pour ça qu'on l'aime. Il est méchant. Et avec un certain talent en plus. Il est très fort. Je repense à ce qu'il dit de Florent Chrétien. Il dit il est vraiment très fort, quel excellent helléniste, utraque lingua. Et puis là, tout d'un coup, il bascule en français. Il dit mais c'est un folâtre. Il ne peut pas s'empêcher de dire un truc. Voilà, et alors qu'il louait son érudition et qu'on s'en fiche qu'il ait des tas de maîtresses et compagnie. Mais si, quand même, il faut qu'il le dise. Donc il a ce côté un petit peu le bon mot pour le bon mot. Et effectivement, là, peut-être assez arrogant. Oui. Qui même. C'est César, de toute façon. Je j'abuse. Pour la patrie, c'est séduisant, mais en fait, dans une autre lettre, il dit que Ferrare est sa patrie. Ah oui, aussi. Donc, oui, bon, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais bon, c'est... Les autres sens, d'ailleurs, d'un même texte. Oui. Et pour Bizet, je ne sais plus ce que vous disiez. Oui, par rapport aux autres éditions où il a tout seul. Tout seul avec le nom de son père, là, pour le coup. À la fin, il n'y est plus. Dans les titres que je voyais. Ouais. À la fin, il n'y est plus. Ça dépend sur Wikipédia, il n'y a pas le nom du père. Mais quand on regarde vraiment les éditions, ça y est, il le met. Sauf vraiment les. Mais non, je dis des bêtises. Parce que les dernières, il est mort lui-même. Donc c'est 1518 et je ne sais plus. Enfin, les deux dernières publications. C'est après sa mort. Et là, on ne met plus le nom de son père. Oui, d'accord. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y soit pour quoi que ce soit. Non, mais en fait, elles existent, c'est ce que dit Bizet. Et c'est vraiment ce qui est nouveau, finalement, dans cette édition. Donc, c'est normal que son nom soit mis en avant. Après, est-ce qu'il fallait vraiment lui attribuer toutes les scolies Il a signé une histoire de chrétien, là, c'est un peu...
la lettre de Claude Chrétien, je n'ai pas très bien compris en fait ce qui se passe. Donc, il y a un autre, quelqu'un qui revendique encore. Alors, ça, Florent Chrétien a fait des traductions qui n'étaient pas publiées et aussi, donc, assorties de commentaires. Et donc, Claude Chrétien demande à ce que ce soit publié à Genève. Hein, et donc là, voilà, il dit juste qu'il a saucissonné le travail de son père et qu'il ne lui a même pas attribué. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Bizet, puisque Bizet c'est des scoliers en grec. Hein, donc ça fait partie de tout ce qu'il a compilé dans cette édition. Tu aurais utilisé les travaux de Chrétien pour son édition d'Aristophane sans le. Non, je ne pense pas que ça aille jusqu'au plagiat. La critique, elle est plutôt sur la manière dont est présenté le travail de Chrétien. Mais ce n'est pas une accusation de plagiat. En revanche, voilà, il aurait pu lui attribuer, enfin, il aurait pu mettre le nom de Chrétien sur son édition, et il aurait pu surtout ne pas la saucissonner comme ça. Et la mêler au travail des autres. Bien. Nous allons encore remercier Malika pour ce régal.